Alors, bonjour à tous. Alors, ça me fait très plaisir d'inaugurer le premier rendez-vous du club business de l'agence e-sport. Alors, le but, dans un premier temps, ça va être de vous rebalayer en nos diverses activités quand même. Donc, l'agence e-sport, on est positionné en tant que cluster business de l'e-sport pour accompagner le développement économique de l'e-sport. Trois piliers principaux, je les balaye rapidement. Premièrement, un pilier de création d'emplois. On a un accélérateur de start-up qui s'appelle Pexin, dans le but d'accompagner des start-up e-sport et entertainment. On est basé sur la région toulousaine, pour ce qui est de l'adresse de cet accélérateur. Et globalement, on accompagne de manière très spécifique les entreprises de l'e-sport et de l'entertainment, que ce soit sur de la mise en relation pour les aider à agrandir leur réseau, pour leur faire gagner du temps rapidement par rapport à des choses qu'ils auraient besoin de savoir et qui sont propres à leurs activités. Le reste, vous l'avez. Mise en relation d'investisseurs, ce sont des choses très classiques quand on est une start-up en phase d'accélération. Et ensuite, également, des conseils pour étudiants. Globalement, aiguiller ces étudiants en fin de sortie d'études qui aimeraient travailler dans l'e-sport au sens large, mais qui ne savent pas forcément ce que cela veut dire. Ça ne veut pas forcément dire travailler dans une société qui est que spécialisée en e-sport. On peut faire de l'e-sport dans d'autres sociétés que celles uniquement spécialisées. Deuxième pilier, les raisons pour lesquelles nous sommes ici, le club business. Le but du club business, c'est qu'on se rencontre, alors là, à distance sur des formats de conférences. On verra ce que ça donne, c'est la première. On a prévu d'en refaire de toute façon sur d'autres sujets, mais vous verrez le long des slides le contenu de tout ça. Le but, c'est qu'on se voit aussi par moments en physique, qu'on organise. Alors là, c'est plus du partage d'informations par rapport à ce que vous pouvez vivre dans votre quotidien et par rapport à ce que nous aussi, on a vécu au cœur de l'agence e-sport. Et on peut aussi, et c'est prévu, lorsqu'on pourra se voir en physique, pourquoi pas à distance aussi, réaliser des ateliers plus spécifiques sur des thématiques un peu plus pointues que du partage d'informations. Le troisième volet, c'est le volet formation. Formation avec un volet à destination des universités et écoles au sens large, et un autre volet de formation à destination des pros. Le but, ça va de comment faire une stratégie e-sport alors que je suis un grand groupe et que je n'ai aucune connaissance là-dedans, jusqu'à même comment dire, des conférences à même des lycéens sur OK, comment on fait pour se prémunir du cyberharcèlement ou des choses comme ça. Ça reste large, on a tout un catalogue. Là encore, si à un moment vous avez des questions, n'hésitez pas. Toute la conf, vous allez voir, si on va balayer différentes choses. Premièrement, on va discuter un petit peu de qui vous êtes et de qui nous on est. Et ensuite, très scolairement, on a sélectionné 8 menaces et 8 opportunités de la situation actuelle du Covid-19 concernant l'e-sport. Et le but, c'est qu'à tout moment, vous interveniez si ça résonne par rapport à des problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Et le but, c'est qu'on puisse partager et qu'on apprenne de comment vous vous en êtes sorti, de ce dans quoi vous êtes et qui peut être un point de douleur pour vous. Pour si peu, la petite webcam à côté de vous a eu le même problème et s'en est sorti. Voilà, le but, c'est de partager les infos, les bonnes pratiques. Le et vous de la quatrième partie sera un et vous général parce que bien évidemment, vous aurez eu la parole bien avant. Et ensuite, on conclut sur les prochaines étapes. Voilà. Pour démarrer, alors je vais faire dans l'ordre dans lequel je vois les caméras. Je vous invite juste à vous présenter par votre nom, prénom, votre activité et vous, mais en quelques mots, parce qu'on est une bonne vingtaine, donc on ne va pas passer 5 heures sur le sujet. Boris, tu es la première webcam allumée. Bonjour, donc Boris Bergerot, je dirige la société Stackern basée à Montpellier qui accompagne des structures au niveau de l'e-sport, que ce soit des clubs de sport, des entreprises, avec un certain nombre de services, donc essentiellement B2B, et je suis membre du conseil d'administration sur la partie innovation et e-sport business de l'agence e-sport. Hugo, tu es mute.
C'est mon tour, je suis mythe, autant pour moi. J'ai pas l'habitude. Bonjour à tous, Hugo Hurtado. Pour faire très très court, je suis un entrepreneur depuis pas mal d'années. J'ai revendu ma première société en 2017 et j'ai eu le plaisir d'être pressenti et mis à la tête de l'agence e-sport en qualité de directeur général. Et je m'y emploie depuis le 1er janvier, donc à développer avec ce petit beau monde Ton quoi? cet univers. Pascal. Oui, bonjour, Pascal Coulard. Je suis dirigeant d'une société qui fait de la gestion de patrimoine et d'une deuxième qui est une start-up qui a démarré depuis peu concernant le courtage d'assurance nouvelle génération avec de l'optimisation des contrats dédiés au service du consommateur vraiment. Ok. Benjamin, à toi. Alors, lequel? Benjamin Rolland ou Benjamin Rolland, oui, oui. Tu es la 5e vignette. Ouais, je ne voyais pas mon ordre. Donc, moi, Benjamin Rolland, moi je suis le président de la startup Bigger Inside à Montpellier. On est incubé par le Big de Montpellier. Et donc, nous, on crée une expérience, donc un jeu compétitif en réalité mixte. Donc, pour faire très rapide, on fusionne jeux vidéo et laser game grâce à la réalité virtuelle en développant tout un système de capture de mouvement qui équipe les joueurs. C'est du 4 contre 4, très inspiré des hero shooters comme Overwatch, mais du coup en physique dans des lieux dédiés. Benjamin le second. Ok, donc moi c'est Benjamin Boukpeti. En fait, donc moi je viens du vrai sport. J'étais médaillé olympique en canoë kayak. Je suis franco-togolais. Et depuis 2 ans maintenant, je fais de l'accompagnement, on va dire coaching, donc pour tout ce qui est démarche d'excellence et amélioration du réseau, donc mise en relation. Ok. Merci. Michel. Bonjour, donc moi je dirige un centre de formation. On forme donc tous les professionnels de l'éducation nationale justement sur ces questions de cyberharcèlement et autres usages des outils numériques. On accompagne beaucoup les lycéens justement pour les amener vers ces métiers de l'e-sport qu'ils connaissent très peu. Et du coup, voilà, on essaie de les orienter vers ces filières. Super, merci. Mathieu. Ouais, bonjour à tous. Donc, Mathieu Catoën, je suis kinésithérapeute. Voilà, je connais particulièrement le sport professionnel parce que j'y ai vécu pendant une douzaine d'années et je suis membre du conseil d'administration au sein de l'agence e-sport et mon objectif est de mettre en relation les e-sportifs et les sportifs de haut niveau et retrouver les synergies qui peuvent se retrouver entre les deux mondes. Voilà. Super. Pierre. Ouais, donc Pierre Dussouillet, je suis CEO de Ticket 721, donc, qui est une plateforme qui a pour but d'améliorer l'expérience des utilisateurs, notamment sur des événements de sport, et qui passe par 2 aspects. Le premier qui est une billetterie qui est spécifique à l'e-sport, et le deuxième qui est un certain nombre d'activités d'intégration de fun engagement. Ok, merci. Julien. Bonjour à tous, Julien Collier, je suis le président fondateur de Auserve et sa branche Auserve e-sport. Donc Auserve initialement axé sur tout ce qui est hébergement de données, serveurs de jeux. Auserve e-sport qui est là axé directement sur le e-sport avec de l'accompagnement de joueurs. Sur le plan compétitif et également de l'organisation de tournois en ligne. Et je suis également le dirigeant de la société Eliminate, qui est un équipementier également orienté e-sport. Ok, merci. À toi, Benoît. Donc Benoît Maury, donc moi je suis conseiller technique au Toulouse Université Club, donc plus grosse association de sport d'Occitanie. Et donc nous on a une démarche de se tourner vers le e-sport dans le cadre purement de faire du sport, dans un but de formation, bien sûr sur la jeunesse. Et dans un deuxième temps, on a une démarche aussi d'associer le e-sport dans des démarches de gamification des quelques projets, des 3 gros projets qu'on a mis en place sur la féminisation, sur les et sur les démarches d'action de prévention à destination des addictions de tout type. Voilà. Ok, au top. Alors, ensuite, j'ai qui? J'ai un PX Chomiak.
Oui, bonjour, pardon pour le nom. Pierre-Xavier, donc je Pierre suis de Xavier. SAS. Moi, je suis avocat, j'ai fondé un cabinet consacré au droit des nouvelles technologies et justement depuis pas mal d'années, je travaille avec beaucoup de créateurs de jeux vidéo ou de sociétés spécialisées dans la réalité virtuelle et donc depuis quelques années justement l'e-sport. Et en parallèle, je suis aussi enseignant justement dans toutes les matières liées au droit des nouvelles technologies et droit de l'e-sport, notamment à Gaming Campus pour les Lyonnais qui connaissent. Donc, c'est une matière, le droit de l'e-sport. Ça se lance. Imen. Alors, si tu parles, tu es mute. Elle ne dispose pas de micro. D'accord, pas de souci. Ensuite, Rouvillois. Ah, on a une flopée de 100 micros, j'ai l'impression. C'est ça. Alors, Cindy. Oui, bonjour. Alors moi, je Bonjour. m'appelle Cindy Desfonseca. Je suis étudiante en Master 2 en communication 360. Donc, je suis alternante actuellement chez Capgemini à Toulouse en tant que chargée de communication. Et en parallèle, je suis directrice communication de la structure au service sport, donc avec Julien, ici présent aussi. Donc moi, je travaille sur la partie tout simplement communication, que ce soit en externe ou en interne. Je m'occupe de l'image de au service sport à échelle nationale pour le moment et on espère bientôt à échelle internationale. Voilà. Ok, merci. Béatrice. Bonjour à tous, Béatrice Tanguy. Moi, je fais du conseil en marketing stratégique et communication. J'ai passé quelques années à la tête du marketing et de la com de Mercedes-Benz France et du coup, j'ai eu l'occasion d'approcher l'e-sport parce qu'on investissait beaucoup d'argent dedans et je fais partie du conseil d'administration de l'agence e-sport. Merci. Nicolas. Oui, bonjour, Nicolas Bezombe, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Paris et également le vice-président en charge des questions de société de santé et d'éducation au sein de France e-sport. Eh bien, bienvenue. À toi, Vincent. Bonsoir à tous, donc moi c'est Vincent Burato, je suis donc un très jeune auto-entrepreneur, je suis cofondateur de Clank, donc Clank qui a pour objectif de proposer aux joueurs une sorte de média, de calendrier pour qu'ils puissent accéder facilement à des événements e-sport autour de chez eux, mais aussi au niveau international avec tout un panel de questions-réponses, etc. Ouais. Rodolphe, je reprends juste la parole une petite seconde. Je vois qu'Imen a posté un message sur le Zoom. Donc, elle dit « Bonjour, je ne dispose pas de micro sur mon PC. Je suis étudiante en école de commerce et je m'intéresse particulièrement au marché de l'e-sport, étant moi-même une passionnée de jeux vidéo. » Voilà. Eh Pour bien, ceux qui ne l'ont pas Imen. vu et pas lu. Au moins moi, a priori. À toi, Simon. Bonjour à tous, donc moi je travaille avec Pierre chez Ticket 721. Je suis COO de la solution donc, de billetterie pour l'e-sport, le sport et la musique. Ok, merci. Gian. Si tu as accès à ton micro. Oui, c'est bon, excusez-moi, c'est bon, j'y ai accès. Tout va bien. Je vais malheureusement devoir vous absenter parce que j'ai un rendez-vous qui va démarrer. Je dirige un cabinet de recrutement qui s'appelle À la Source, qui est un cabinet avec une très grande partie de l'activité centrée sur le sport. On est très spécialisé sur le sport, le marché du sport, sur tout type de métier, que ce soit des métiers qu'on appelle retail, donc tout ce qui va être les magasins, Intersport, Sport de nuit, Go Sport, tout ça. Mais également, on travaille avec beaucoup de marques de sport et donc j'interviens sur ce marché du sport. J'interviens évidemment aussi auprès d'autres clients qui sont des clients digitaux et le marché de l'e-sport est totalement à l'intersection de ces deux-là, des deux marchés que je connais bien. Donc je me dis que ça peut être une très jolie évolution pour nous. Par ailleurs, pour être moi-même un peu geek et pour avoir des grands ados, je suis forcément baigné dans cet univers-là de façon naturelle. Donc voilà, cette réunion m'a intrigué pour ça. Super, merci. Du coup, tu auras la rediffusion si besoin.
Ouais, ok. Et est-ce que à la fin, vous allez envoyer vos coordonnées, tout ça, pour qu'on puisse… Il y aura tout, ne t'inquiète pas. Il y aura strictement tout. Ok, nickel. Super, et de mémoire, merci. on s'est déjà eu au téléphone. Je me souviens une fois, j'étais dans les bouchons et on s'était appelé. Yes, absolument. C'était au tout début de l'agence. Tout à fait. Si tu peux me renvoyer ça par mail également, ça serait le top. Sans problème. Merci beaucoup. Bonne réunion. Bonne soirée. Mathieu? Alors, tu t'es démute, mais on ne t'entend pas. J'avais éteint mon micro, je suis désolé. C'est mieux. Oui, voilà. Alors moi, je suis Mathieu Gillet. J'ai travaillé 5 ans en tant que créatif en agence de publicité. Aujourd'hui, je suis en freelance et donc je travaille soit toujours pour des agences de publicité où je monte sur des projets avec grosse composante gaming, Ubisoft ou Blizzard par exemple, dans tout ce qui concerne donc leur publicité, leur communication. Et sinon, directement chez l'éditeur, où en ce moment, je bosse notamment pour Riot Games, donc en production de contenu, ou ça peut être aussi des activations, notamment social media. J'ai participé notamment à la campagne pour les Worlds 2019, là, en novembre. Voilà. Ok, super. Ben, bienvenue. À toi, Nolan. Si tu t'es un minute. Ouais, vous m'entendez? Le micro. Ouais, nickel. Parfait, ouais. Parfait. Donc du coup, moi, c'est Nolan Lourtis. Je suis le CEO de The Pawn, donc le directeur des opérations de The Pawn. Donc pour ceux qui ne connaissent pas The Pawn, c'est une société de conseil en stratégie d'affaires qui intervient dans les milieux innovants et notamment de l'e-sport. Et donc voilà tout. D'ailleurs, Dorian, qui est notre CEO, que vous connaissez forcément, va nous rejoindre très prochainement. Il est en call actuellement. Au top. Merci. À toi, Martin. Oui, bonjour, on m'entend bien? Oui. Bonjour, donc moi c'est Martin Lavanant, je suis CTO de Clank, un projet qui vise à être la meilleure expérience de référencement des événements e-sport au niveau local et international. Et je suis avec mon CEO Vincent Purato qui est un peu plus loin dans la conversation. Tout à fait, qui s'est déjà présenté tout à l'heure, en effet. Ça marche. Damien. Oui, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Damien Ofshir. Je suis cofondateur de Bigger Inside. Donc, je travaille avec Benjamin qui s'est présenté tout à l'heure. Et voilà, moi, je m'occupe plutôt des aspects développement informatique, programmation. Je suis un petit peu polyvalent et je chapeaute un petit peu tout ce qui est entre la partie purement gaming, dont je ne m'occupe pas directement, la partie gameplay et autres, et la partie hardware. Je suis un petit peu entre les deux. Je suis la passerelle entre le hardware et le gaming, en fait. Voilà. Ok. Eh bien, bienvenue à toi. Merci. Thomas, mais que tu t'es pas présenté en quelques mots. Bonjour, excusez-moi, je suis arrivé en retard, effectivement. Moi, je suis responsable de projet Big Data dans une ESN et je suis vice-président de l'agence e-sport depuis le 30 janvier dernier. Ok. Et s'il n'y a personne, je vais terminer. Rodolphe Acéré. Je suis un passionné de plein de trucs. Je travaille chez Soprasteria en qualité de BizDev et président de l'agence e-sport. C'est un grand plaisir de pouvoir accompagner ce projet avec toute l'équipe et on aura l'occasion de faire connaissance de toute façon déjà à minima lors de ce soir tous ensemble. Eh bien, c'est parfait. C'est parti. C'est parti. On a réussi quand même à le faire en 15 minutes. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, le but, c'est on va partir de notre histoire parce qu'au final, nous aussi, on est touchés par le Covid, hein, bien évidemment, sur les activités de l'agence e-sport. Globalement, nous, s'il y a un chiffre à retenir, après nous être lancés de manière hyper fulgurante, au final, en termes de baisse d'activité, on a pris 60% du jour au lendemain de baisse d'activité dans la tête. Le constat est très, très simple et très, très logique aussi parce que vous l'aurez compris sur nos propres activités, on fonctionne beaucoup avec des grands comptes. Et notre but est d'accompagner les industries, les sociétés du CAC 40 à créer leur stratégie d'e-sport. Et sauf que ces sociétés, bien évidemment, lors du Covid-19, elles ont commencé par se replier sur elles-mêmes et à garder un petit peu les budgets qui étaient à la base prévus sur tous les sujets de pointe, d'innovation, de R&D et autres, pour les resserrer à réinvestir en interne, notamment sur de la formation des salariés ou des choses comme ça. Donc, on a pris de plein fouet la situation du Covid-19
Là encore, on a mis une paire de semaines à prendre la claque, on va dire de mi-mars à début avril. Et ensuite, on a reconstruit un nouveau programme avec les nouvelles cartes qui ont été rebattues. Donc, c'est comment réussir à développer et à dérouler notre plan et notre stratégie qu'on avait prévu initialement pour 2020 à distance et avec des grands comptes qui n'ont pas les mêmes budgets assignés aux mêmes choses sur lesquelles on pouvait aller par le passé. Donc, c'est pour vous dépeindre le fait qu'on a été pris de plein fouet. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Surtout, n'hésitez pas. Alors, Hugo, si tu checkais le chat, je vais voir pour ouvrir le chat moi aussi quand même, que je puisse voir si des personnes parlent via le chat. Nickel, je l'ai aussi, c'est bon. Donc, je ferai le relais si jamais tu veux de chat. Ouais, t'inquiète. Via le chat, n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole et tout ça, sinon vous me coupez en plein milieu, il y a vraiment aucun problème. Là, on va dérouler les 8 opportunités, les 8 menaces. On va commencer par les menaces parce que c'est toujours mieux de commencer par du pathétique pour capter l'audience. Et ensuite, on parlera opportunités. Boris, si tu veux bien, je te laisse embrayer. Oui. Je vais voir pour te donner le contrôle des slides, ça sera peut-être plus simple. Non, mais c'est bon, je sais. On a essayé de... Alors, c'est évidemment pas exhaustif ce qu'on a pu identifier. Par contre, on a identifié sur la slide suivante, notamment l'un des premiers soucis qui est arrivé très 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 rapidement, c'est l'annulation des événements dans le secteur de l'e-sport, puisque vous savez, la pratique de l'e-sport se fait aussi bien en ligne qu'offline, et il y a une énorme industrie aujourd'hui tournée vers l'organisation de spectacles, de tournois, avec un côté amateur, un côté exposant, un côté professionnel très souvent. Et donc, on a repris les stats qui étaient recensés notamment par France eSport sur l'impact des événements reportés ou annulés. Et on a quelque chose comme une soixantaine d'événements qui, depuis le mois de mars, en gros, ont été stoppés, décalés, annulés. Alors, nous, on est en Occitanie, par exemple. Moi, je suis à Montpellier. L'Occitanie eSport qui était prévu à la fin du mois de mai a été décalé, par exemple, fin septembre. Mais il y a des événements qui ont été purement et simplement été annulés. Donc, ça a des vrais enjeux aujourd'hui pour les organisateurs d'événements dont c'est le seul métier. C'est des enjeux aussi évidemment économiques pour les métropoles qui s'attendaient à certaines sources de revenus, par exemple. Donc ça, c'est l'un des premiers constats, c'est qu'à partir du moment où tout le secteur était confiné, enfin, on était tous confinés, le secteur purement des spectacles, associé au spectacle traditionnel évidemment, a dû s'arrêter. Donc là, on a des sociétés qui sont en situation délicate financièrement parlant, puisqu'elles ont basé leur activité sur 2-3 événements peut-être dans les 6 mois et qui se retrouvent avec des problématiques évidemment de trésorerie, avec des sponsors qui vont partir, avec des subventions peut-être qui n'arriveront pas ou qui ne seront pas reconduites. Donc il y a un vrai problème, on va dire, au niveau de l'événementiel physique. Et ça a pu mettre aussi à mal les entreprises sponsors ou partenaires des événements parce qu'elles ont dû s'acquitter, si ce n'est pas de 100% de leur cotisation, en tout cas pour ceux qui ont pris des stands, mais ou du moins d'une partie pour 0 événement. Donc là, on se retrouve dans effectivement, il y a un sujet juridique aussi qui va avec, comme tu le soulignes, Thomas. C'est d'un point de vue contractuel, quand il y a déjà du sponsoring qui est signé. On retrouve d'ailleurs aussi dans le sport, hein, vous avez sûrement suivi des problématiques de retransmission de droits télé au niveau du foot, etc., où voilà, entre les diffuseurs et autres, il y a des conflits. Là, il y a toute une histoire aussi administrative, financière qui est en jeu. Deuxième menace identifiée, c'est notamment la problématique des établissements d'accueil qui ont aujourd'hui tendance à fermer à partir du moment où ils avaient du public. Alors on a mis en avant typiquement les bars Melton que vous connaissez, les franchises de bars e-sport, qui indiquaient clairement sur leur Twitter au mois de mars, quand on est parti en confinement, qu'ils étaient fermés jusqu'à nouvel ordre. Donc le rassemblement des gens et la retransmission d'événements
ne pouvait plus se faire dans ce type de lieu. On a repris Upside, par exemple, qui est un centre de réalité virtuelle, qui indiquait effectivement sa problématique de lieux fermés aussi et qui organise des compétitions autour de la VR. Des écoles aussi, par exemple Gaming Campus, qui est obligé de passer complètement en virtuel. Donc, à partir du moment où on accueille du public, c'est pas propre à l'e-sport évidemment, mais c'est quand même une menace qui impacte beaucoup de startups ou de sociétés qui accueillent du public physiquement. Donc là, on retrouve la problématique événementielle sur la menace 1. On la retrouve aussi à un niveau un peu plus local et dans chacune des régions, évidemment, il y a des fermetures qui ont été opérées avec des points d'interrogation, évidemment, sur la réouverture. Et alors, Elle arrive, maman. Il y a un micro qu'on entend derrière, je ne sais pas si… C'est Nicolas, oui. Okay. Oh là là. Ok. Non, mais par contre, les pattes, ça me plaît bien. Peut-être Benjamin nous fera part de son expérience tout à l'heure ou peut-être tu peux intervenir tout de suite si tu veux, Benjamin, sur Bigger Inside, puisque toi, tu as un cas concret, on va dire, d'établissement qui accueille du public. Oui, tout à fait. Ouais. Je peux rapidement. Ouais, ouais, vas-y, fais-nous un petit point si tu veux. Nous, pour le coup, on est dans la même configuration qu'Upside ou le Meltdown. On est un établissement qui reçoit du public et qui fait bar aussi au passage. Comme c'est un lieu physique dans lequel les gens se rendent pour pratiquer notre jeu, on a interdiction depuis le 15 mars, donc on est fermé. Et donc ça veut dire 0 chiffre d'affaires pour le coup, sachant que pour les perspectives de déconfinement, c'est très flou, puisqu'en fait, il a été évoqué ce qui est bar, restaurant et cinéma de façon très claire. Par contre, donc commerce, bar et restaurant, ça a été évoqué de façon très claire. Tout ce qui est loisirs, ça n'a pas du tout été évoqué. Donc il y a un énorme flou, si ce n'est qu'on sait qu'en dessous de 10 personnes et avec de la distanciation, c'est possible d'accueillir les gens. Nous, concrètement, dans notre cas, ça implique une activité qui est assez sportive, physique, c'est très très délicat, donc on n'a pas pris de décision encore ferme, mais il y a très très peu de chances qu'on rouvre le 11 mai. Et le matériel à désinfecter également, Benjamin, je suppose. Alors, oui, ça c'est une problématique qui est commune à la réalité virtuelle. À partir du moment où il y a un casque, il faut le désinfecter. Donc, ce qu'on faisait déjà, nous, avec des lingettes médicales antibactériennes, antifongiques, antivirales, on avait déjà commencé, avant la crise sanitaire, à identifier des solutions qui sont un peu moins tributaires de l'opérateur pour faire de la désinfection plus reproductible. Et là, avec le Covid, clairement, ça accélère les choses. Et pour tout dire, là, on est en train de monter un groupe de travail sur Montpellier avec des startups qui sont spécialisées dans la stérilisation en milieu hospitalier et chirurgical pour essayer de retranscrire des choses pour le loisir. Donc, on est en train de se rassembler avec différentes entreprises de Montpellier qui sont dans le loisir et des boîtes qui créent des solutions techniques. Okay. Pour anticiper la suite, parce que clairement, la réglementation il n'y a pas de réglementation actuellement, en dehors de tout ce qui est bar, restauration, que ce soit les cinémas ou tout autre lieu qui accueille du public. Pour le loisir, il n'y a pas vraiment de réglementation sanitaire. Et ça risque d'évoluer assez rapidement, je pense, après cette crise. Merci. Okay. Merci pour tes précisions, Benjamin. Donc ça, voilà, c'est l'un des cas concrets. Ce n'est pas forcément propre à l'e-sport, mais c'est effectivement une menace qu'on subit de plein fouet, surtout pour les structures notamment qui se lancent. On a identifié alors évidemment la perte de clients pour les startups. Il y a beaucoup de structures qui étaient en train de se lancer et qui se sont retrouvées dans une situation avec des reports de signature de contrats, de prospection qui étaient enclenchés depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et du jour au lendemain, on leur a dit on verra dans 6 mois, on verra dans 9 mois. Donc, évidemment, nous y compris, hein, Boris. Oui, non, mais ça, c'est effectivement… nous y compris, moi je le vois aussi par rapport à ma société. Depuis 6 mois, j'avais des contrats en discussion, en négociation, et on était en train de finaliser pas mal de choses. Et là, c'est plus la priorité. Je vais prendre le cas d'un club de foot, par exemple, ou d'un club de sport lambda qui était prêt à se lancer dans un accompagnement pour une stratégie e-sport et qui, depuis le Covid, confiné, a plutôt comme souci de rembourser ses supporters ou de payer ses joueurs professionnels plutôt que de se lancer dans du consulting pour avoir une stratégie e-sport. Donc, forcément, ça reporte ou ça annule un certain nombre de choses. Donc, évidemment, les prévisionnels, les pertes de clients, ça impacte évidemment. Fermeture, incubateur, accélérateur, etc. On a pris le cas de Level 256
qui du coup a forcément communiqué sur son organisation en interne, et donc les activités en présentiel ont dû être suspendues, mais on le retrouve sur le village ByCA, enfin bref, sur l'ensemble des accélérateurs, incubateurs, pas forcément propres à l'e-sport, mais l'e-sport n'y échappe pas. Et donc tout le monde passe à distance et on est bien obligé donc de rester chez nous avec le confinement. Donc ça, c'est la question de l'aspect social, mais la question aussi des synergies avec les clients. On a tous là on est sur Zoom aujourd'hui, mais vous avez tous testé des Teams, des Hangouts ou je ne sais quelle autre solution. Ça change nos habitudes, ça les changera peut-être de façon profonde, mais il y a aujourd'hui un flottement total en quelque sorte sur certains contrats qui étaient en phase finale de signature et qui ont dû être complètement stoppés, et les startups sont donc très clairement impactées par rapport à ça, y compris pour l'accompagnement dans des accélérateurs ou des incubateurs. Autre menace identifiée, la problématique des annonceurs. Alors, peut-être tu veux prendre la main dessus, Ouais, Rodolphe. je peux lancer le sujet. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin ce que je disais tout à l'heure en intro. Toutes les grandes sociétés qui avaient prévu leurs investissements se retrouvent en fait à juste se regarder à l'intérieur plutôt que de regarder à l'extérieur de leur écosystème. Maintenant, ils sont OK, nous c'est le cas dans notre société. Enfin, Thomas, pour en avoir discuté avec lui, c'est le cas, et même tous les partenaires Airbus, d'ailleurs, qui est cité dans cet article, qui plus est, et Airbus prend surtout dans l'aéronautique encore plus cher, si je puis dire, que nous. On parle de 1, 2, 3 vagues de limitation d'activité, et donc en termes d'investissement, déjà, ils essaient de faire survivre leurs activités, de pouvoir payer les salaires, de faire des plans avec faire poser des congés, etc., choses auxquelles on est confronté. Donc, ils sont bien loin, les investissements extérieurs, sur développer la stratégie e-sport. Donc, c'est plus que frilosité à investir. Pour moi, j'irais même, et ça n'engage que moi, à dire gel des investissements dans l'e-sport pour les grands groupes. Au niveau des grands groupes, j'allais dire non endémiques aussi à l'e-sport, mais je pense que ça peut aussi se répliquer pour le domaine endémique. Moi, je le vois, c'est dans ma société. 2020, déjà, on a annoncé des pertes. On a dit nos objectifs de croissance, on les revoit et ça sera des pertes. 2021, on va annoncer, ça sera moins que prévu. Et peut-être 2022, on se remettra sur une croissance normale pour notre société. Donc les investissements qu'on va faire dans l'entreprise sur les 2 prochaines phases, sur 2020 et 2021, vont être limités à certains événements, parce qu'ils ont toujours besoin de faire de la communication. Enfin, déjà en 2020, on est sur un gel des embauches actuellement, du fait de l'inactivité du personnel. Donc 2020, ça va être gel des embauches, perte pour la société. 2021, on va redresser un peu le cap, mais on ne va pas atteindre nos objectifs. Et 2022, là, on pourra en reparler. Donc la crise, elle n'est pas finie. Il y aura un effet de vague qui va nous mener, je pense, jusqu'en 2022, au point de vue économique en tout cas. Ouais, je te rejoins, Thomas. Quelqu'un et les levées de fonds, ouais, vas-y si tu veux aborder le sujet. Et les levées de fonds pour les startups de Pascal seront compliquées pendant quelques mois, très clairement. Alors dans l'e-sport, il y a encore des investissements qui se font. En tout cas, il y en a quelques-uns qui ont poursuivi leurs investissements, mais c'est vrai que tout dépendra du secteur d'activité de la startup. Si elle est plutôt basée sur du physique, sur de l'intelligence artificielle, sur de la fan expérience, sur de la data ou je ne sais quoi, effectivement, peut-être que les décisions seront plus longues, que les tours de table ne seront pas forcément aussi conséquents qu'espérés. Donc, alors en France, on a Trust eSport qui est le principal fonds d'investissement dédié à l'e-sport. Est-ce qu'ils vont continuer la cadence? Ils ont déjà investi dans 4 ou 5 startups. Est-ce qu'ils vont poursuivre dans cette direction-là, avec un gap de 6 mois entre le début du Covid et puis probablement une reprise qui va s'amorcer? On n'est pas certain d'avoir des levées de fonds avec la même cadence en tout cas. Et peut-être tu as des informations, Pascal, toi, par rapport à ça? Ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gelées. Enfin, il y a des grosses mises au frigo pour 3-4 mois. Tous les budgets sont gelés et tout dossier est réexaminé au vu d'une forme de rationalité immédiate. Je viens de faire une négociation de 1 an et demi
un par un et d'une manière très pratique, quoi. Aujourd'hui, il y a des seuls acteurs dans mon domaine d'activité qui n'arrêtent pas ces investissements, justement pour ne pas pénaliser les entreprises, c'est l'État et les collectivités territoriales, pour ne pas pénaliser justement les fournisseurs. Oui, parce que sinon, si tu gèles tout pendant 3-4 mois, tu as quand même des frais qui font que tu vas crever. Hein. Ça, c'est sûr. Oui, et puis tout ce qui est annoncé comme étant des prêts, les PGE, les prêts garantis par l'État, et tout ce qui est annoncé comme un apport de trésor, sera dans tous les cas un décalage dans le temps, puisque quasiment donc, il n'y aura pas d'intérêt, si ce n'est un coût de garantie, mais derrière, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il faut dans tous les cas rembourser. Donc la problématique, c'est juste un décalage. Là, on passe la période de crise, et derrière, il faut payer. Donc ça veut dire que ça décale d'autant d'autres investissements. Si demain une boîte avait prévu, mais que là, pour payer ses salaires, elle doit, ou pour assurer la trésor, elle doit rentrer quelques centaines de milliers d'euros ou dizaines de milliers d'euros, ben, il faudra les rembourser. C'est autant d'investissements en moins demain. Clairement, puisque du coup, ça va décaler, anticiper de plusieurs mois, voire d'1 an. Donc, dans 1 an, elle va commencer à galérer, à pouvoir rembourser les problèmes d'1 an auparavant. Ben, tu n'es plus en investissement, tu es en gestion de flux et pas en gestion de stock et de futur. C'est ça. Ok, autre menace rapidement sur identifier tout ce qui va être purement pratique de l'e-sport, que ce soit les associations, puis après on a mis les pros également. À partir du moment où il y a moins d'événements physiques, à partir du moment où certains clubs comptent aussi sur des sponsors, c'est-à-dire que les sponsors ne sont pas forcément aujourd'hui très, très satisfaits de continuer à payer du sponsoring pour ne pas avoir de visibilité ou parce qu'il y a moins de LAN parties, etc. Les cash price aussi pour les joueurs, alors que ça soit au niveau semi-pro ou même au niveau professionnel, on a une répartition parfois des cash price, alors surtout au niveau professionnel, qui s'effectue entre les joueurs et son club. Donc il y a un manque à gagner, même si on passe beaucoup en online, et on le verra tout à l'heure dans les opportunités sur la notion de plateforme de streaming. Même si on part en online, il n'empêche que les gros événements qui étaient prévus sont décalés, reportés. Donc sur un prévisionnel, quand on sait en plus que le secteur de l'e-sport est sous perfusion en grande majorité des sponsors, qu'on soit au niveau associatif avec moins d'événements ou qu'on soit au niveau professionnel, finalement on a des problématiques qui peuvent être assez similaires. Et du coup, financièrement parlant, hein, si on regarde, on comparera l'année prochaine entre les différents gains des joueurs professionnels français sur 2020 et 2019, il est possible qu'on ait une baisse assez sensible des revenus générés, puisque certains événements sont purement et simplement annulés, donc pas de cash prize, pas de récompense financière à la clé, et ça met aussi en difficulté donc les clubs qui les embauchent. Donc on l'a remis aussi Rodolphe sur la slide suivante sur la 7e menace qui est cette fois plus sur la partie team Pro. J'ai déjà switché. Autant pour moi, tu as déjà switché. Avec l'annulation, les remboursements, les difficultés par rapport à la trésorerie, on l'a déjà évoqué. Quand tu dois te déplacer sur une âne ou tu as des billets d'avion pour aller en Suède ou ailleurs, effectivement, c'est une gestion qui est assez complexe. Alors, c'est pas pour autant que c'est catastrophique. Il y a les structures dans l'e-sport, y compris professionnelles, continuent à se développer différemment. On verra tout à l'heure les opportunités, notamment sur la partie streaming, personal branding, activation, etc. Mais on a coupé en quelque sorte pas mal de sources de revenus. Encore une fois, la première étant le sponsoring, et tous les sponsors ne sont pas partis pour autant. Adidas n'a pas quitté Vitality, etc. Mais il y a des réflexions probablement qui vont s'enclencher sur le renouvellement, la reconduite en fait des contrats de sponsoring sur la prochaine année, puisque les sponsors ont eux-mêmes leurs propres difficultés de trésorerie et de gestion. Ils vont peut-être revoir leur stratégie purement et simplement dans l'e-sport, et au lieu de mettre un ticket d'1 million sur un club, peut-être se diront finalement l'année prochaine ce sera plutôt 500 000 parce qu'on a besoin nous de préserver des emplois ou on a d'autres problématiques. Donc c'est l'une des menaces qui est probablement assez forte dans le secteur professionnel, c'est que les sponsors risquent de se désengager en tout ou partie, et donc d'avoir moins de sources de revenus pour les teams pro, alors que c'est quand même l'une des principales sources de financement aujourd'hui.
7e avant-dernière menace identifiée. Et juste Boris, avant, pour compléter par rapport à ce que tu disais et ce qu'on disait tout à l'heure, et pas forcément que par rapport à 2021, ça peut glisser même plusieurs mois ou années de plus. C'est pas forcément que l'année prochaine. On n'a pas de. Aujourd'hui, les investissements et le sponsoring, on n'a pas de visibilité sur ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année. Mais comme tu le soulignes, probablement, si une boîte comme Atos, par exemple, envisage de sélectionner ces événements ou ce sponsoring ou les mécénats en lien avec de l'événementiel lissé sur les 2 prochaines années avec un objectif de ne pas embaucher et de sauver les meubles sur certains secteurs d'activité, il est fort à parier que soit il faille démarcher des nouveaux sponsors qui vont être dans un secteur non endémique et qui ont les moyens financiers d'aller dans l'e-sport, il y a des opportunités qui vont se créer, ou alors il va y avoir des coupes, ou alors il va falloir multiplier en quelque sorte les sponsors pour faire vivre les équipes professionnelles. Donc ça risque de prendre du temps et l'impact, on ne le connaît pas aujourd'hui évidemment, on le saura dans les 6, 9 ou prochaines années, on verra s'il y a un rythme de croisière qui se met en place et comment survivent finalement les équipes professionnelles. Est-ce qu'elles vont devoir aller chercher des subventions? Est-ce qu'elles vont devoir taper à la porte de certaines collectivités? Est-ce qu'elles vont trouver des moyens différents de monétiser leur audience et d'avoir des rentrées d'argent? Est-ce que le streaming pour les joueurs va être un complément beaucoup plus fort que les simples cash price parce qu'il y aura peut-être moins d'événements? Donc voilà, ça risque de chambouler pas mal de choses. On avait mentionné aussi en avant-dernier menace une problématique de prévention. Ouais, c'est plus pratique du jeu vidéo que e-sport. Alors voilà, il y a de l'e-sport, mais on a aussi fait un peu d'extension sur la thématique du jeu vidéo parce qu'on constate qu'il y a pas mal de jeunes qui aujourd'hui, n'étant plus à l'école, on fait l'école à la maison, se retrouvent devant l'ordinateur. Alors on verra le côté positif aussi sur le côté social. Mais il y a une augmentation claire et nette de la pratique d'un point de vue temps, mais aussi d'un point de vue découverte, et donc forcément, il y a des enfants qui se retrouvent livrés à eux-mêmes sur une problématique qui est celle de pratiquer des jeux qui ne sont pas forcément dans le respect du PEGI, de la norme aujourd'hui qui permet d'indiquer l'âge, on va dire, potentiel à laquelle un enfant ou un jeune enfant peut jouer pour le sécuriser par rapport à la violence, par rapport au graphisme, par rapport à la parole, à la vulgarité, etc. Et donc, on se retrouve avec des enfants qui peuvent avoir 9 ans, 10 ans, 12 ans et qui vont aller voir du Valorant. Alors, ça peut être sur Twitch, ça peut être sur YouTube, ou qui vont le télécharger en douce, un jeu auquel ils n'ont pas forcément le droit, ou du GTA ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est un vrai souci, c'est que, alors ça sort de l'e-sport, c'est plus sur le côté pratique, mais qui peut alimenter par la suite l'e-sport, c'est l'augmentation de la pratique. C'est bien pour certains parce qu'ils deviennent plus performants, donc ils passent plus de temps qu'à l'habitude et donc ils seront peut-être plus compétitifs et ils vont peut-être se faire détecter et ils vont pouvoir peut-être percer dans l'e-sport. Après, il y a le revers qui est effectivement cette difficulté liée à la prévention et aux addictions potentielles, ce que l'on mentionne sur la dernière slide, me semble-t-il, Rodolphe, sur la dernière menace identifiée, en lien avec ce côté finalement relation sociale et conflictuelle parfois. Peut-être chacun d'entre vous avait des enfants ou est au courant peut-être de ce qui se passe sur Fortnite ces derniers temps avec des concerts à l'intérieur avec un rappeur qui s'appelle Travis Scott par exemple, et l'engouement qu'il y a autour de certains jeux comme Valorant qui est le dernier jeu sorti par Riot Games. Et du coup des enfants, alors on a pris une citation d'un journal, je ne sais plus sur quel article c'était, mais un père disait oui, mon fils joue beaucoup plus, il joue environ 5 heures par jour, il y passait pas mal de temps avant, mais là c'est compliqué parce que moi je suis en télétravail et du coup les enfants, je ne peux pas tout le temps les surveiller, j'ai des réunions, j'ai ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire nous, entre guillemets, brainstormer, réfléchir avec des enfants qui sont à la maison. Si on est seul par exemple à les gérer, ou même si on est 2 à travailler, du coup le jeu vidéo devient un passe-temps encore plus fervent, enfin plus habituel, plus coutumier que Boris, ce qui se passe d'habitude. Ouais. C'est pour ça que tu as coupé ta caméra, tu as ton fils qui joue à la Switch sur tes genoux, c'est ça?
Non, mais j'ai mes 2 enfants qui sont gros joueurs, effectivement, notamment de Fortnite, de Minecraft, qui me titillent typiquement pour aller. Ouais, c'est un exemple concret. Moi, je passe mon temps en télétravail. J'ai des enfants qui sont. Je joue à Modern Warfare, à Warzone, pardon, sur Call of Duty en Battle Royale pour me détendre un peu de temps en temps. Mais forcément, les garçons, ils ont vu que je l'avais installé. Ils essayent d'y jouer en douce, ou ils aimeraient. Alors, ils y vont pas parce qu'ils savent que je vais devenir tout rouge et que ça va mal se passer, mais c'est tentant. Et puis, quand il y a des concerts aussi sur Twitch, je pense à un cas, je ne sais pas si vous avez vu le concert d'un rappeur qui s'appelle Alonso, qui a eu lieu dans le jeu GTA, en partenariat avec Puma notamment. Donc, il a fait un concert à l'intérieur de GTA. Les paroles, je vous passe les détails des paroles vulgaires, obscènes du rappeur, et sans jugement aucun d'ailleurs sur la thématique, enfin, sur le rap. Mais les enfants ont pu voir, et évidemment, le replay sur Twitch, et ils ont accès à Twitch depuis la PlayStation ou depuis leur smartphone, etc. Donc, effectivement, voilà, on peut avoir des dérives. Donc, au niveau social, au niveau familial, ça peut créer des tensions. Et une petite citation de Milan Hung, qui est un psychologue, et d'Emmanuel Benoît, donc, qui était le président, le directeur de la CEDAP, de la Société d'entraide et d'action psychologique, qui mentionnait le fait d'éviter la monoactivité. Et même si on le verra dans les opportunités, le jeu vidéo et même l'aspect compétitif, la mise en place de stratégies, l'aspect compétitif à travers une console ou un smartphone, il faut éviter ce côté monoactivité. Parce qu'il va y avoir un moment ou un autre une reprise qui va s'opérer, et des tensions se créent très clairement au sein des familles. Alors, chacun pourra peut-être faire part de ses expériences. Je viens de vous faire part de la mienne, mais en tout cas, avec 2 adolescents, 2 jeunes de 9 et 13 ans qui sont geeks et qui retrouvent les copains, mais malgré tout passent plus de temps qu'à l'accoutumée sur leurs écrans. Tu l'as dit, effectivement, c'est une plateforme, j'allais dire, de réseaux sociaux, enfin Fortnite, où quand on est dans le chat avec ses copains, et là je parle aussi par mon expérience et par rapport à mon fils, c'est le seul endroit où il peut discuter avec ses copains aussi, aujourd'hui, vu qu'on est chacun chez soi. Et donc on est quand même réticent à lui dire, c'est bon, tu as passé 1 heure, arrête, parce que c'est sa récréation. Et donc je pense qu'il faudra accompagner, suite à la crise, notamment dans les écoles, sur les bonnes pratiques. Combien de temps il est acceptable de jouer, quels jeux sont permis ou pas, et notamment faire des actions au niveau des écoles. Si je peux me permettre, on intervient en PACA, nous, sur les établissements scolaires, à peu près 500 à 600 établissements. Donc, ce que vous dites au niveau de GTA ou Fortnite, etc., c'est déjà le cas. Ce qu'il faut, c'est les amener justement à avoir aussi d'autres pratiques que le jeu vidéo, et les amener plutôt vers la conception des jeux vidéo. C'est pour ça que je vous parlais de les orienter aussi vers ces métiers, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont simples consommateurs. Par contre, je vous rejoins sur le fait que l'espace public a un peu disparu pour les jeunes, et que du coup, Internet devient un peu aussi leur espace, et qu'ils ont besoin d'espace pour eux, et où les adultes ne sont pas forcément présents, parce que c'est vrai que même sur les réseaux sociaux, maintenant, les parents, les grands-parents sont amis avec eux, et ça pose problème aussi. Et Benoît, en complément, tu souhaites intervenir? Tu as mis un message sur le chat. Alors nous, je peux dire, reprendre un peu ce que disait Michel. Nous aussi, au sein du TUC, dans le cadre des actions de prévention, c'est ce qu'on veut mettre aussi en place. On s'est aperçu que nous, les enfants, ils avaient perdu le contact dans le cadre de leur équipe, dans leur équipe sportive ou dans leur groupe d'entraînement. Et c'est vrai que c'est un des challenges qu'on s'était identifiés dans le cadre du contrat d'objectifs qu'on est en train de passer justement avec la préfecture pour travailler sur cette addiction aux jeux vidéo, et du coup qui parfois relaie le niveau scolaire au second rang et crée des tensions qui sont parfois familiales extrêmement importantes, quoi. Ça m'est déjà arrivé dans le cadre d'une autre de mes activités d'avoir un enfant qui fugue pendant 4 jours parce que sa maman lui avait dit non pour jouer à ses jeux vidéo, quoi. Donc voilà. Peut-être, si je peux me permettre d'ouvrir le sujet, Hugo, j'ai vu que tu t'es démute, je te laisse la parole après. Peut-être
que l'e-sport, dans la définition de l'e-sport et le côté professionnalisant, peut être une bonne passerelle pour compléter le sport, justement. Et montrer que ce n'est pas simplement une pratique un peu forcée qu'on veut faire et impulsive. Il y a peut-être une autre manière de consommer le jeu vidéo, notamment à travers l'e-sport. Hugo. Mais nous au TUC, c'est la démarche qu'on a entrepris. Ouais. Tout ce qu'on veut faire, c'est sport et e-sport, obligatoire. On en a longuement parlé avec Hugo. On souhaite lancer, donc nous, au fur et à mesure du travail, en discutant bien sûr avec l'agence, et pour le lancer correctement, c'est de travailler sur un 50-50. 50% sport, 50% e-sport, pour vraiment apporter ce que va apporter l'échange en physique du sport, et surtout sur des sports collectifs. On veut vraiment axer sur du sport collectif et travailler sur du e-sport avec des spécialistes qui, eux, vont aussi apporter le virtuel. Donc ça, c'est sur la partie sport, mais il y a aussi toute la partie enseignement où on veut gamifier en fait la formation et on veut aller sur du jeu. Voilà. Parce que c'est aussi un moyen de faire rentrer, de donner des informations beaucoup plus concrètes et beaucoup plus réelles à la personne qui entreprend l'initiative. Il entreprendra une initiative d'aller sur de l'écologie, une initiative d'aller sur quelque chose de précis, et il verra que c'est réalisable dans un monde virtuel et il pourra le transposer au monde réel. Voilà. Hugo, tu t'es remute, est-ce que tu souhaites compléter ou est-ce que... Ouais, non, j'ai pas forcément plus à rajouter, c'est juste par rapport justement à cette histoire de fugue liée à la consommation de jeux. Faut pas prendre le jeu et le targeter purement et simplement, c'est-à-dire on peut fuguer pour tout et pour rien, c'est-à-dire des élèves qui sont pas centrés sur leur scolarité et leur éducation, ça peut être lié à du jeu vidéo, ça peut être lié à n'importe quel autre facteur comme le sport ou un autre. Donc c'est pas non plus forcément bien de considérer l'addiction aux jeux vidéo comme une réelle addiction, parce que malheureusement ça existe, mais ça reste une très 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 infime minorité. Et au contraire, ce qu'on essaye de faire passer comme message, et je pense que peut-être Michel pourra corroborer mes propos, c'est que potentiellement dans le jeu vidéo, on peut faire une construction identitaire. Une construction identitaire par rapport au climat et à l'environnement social qu'on peut créer. Thomas Delfosse en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le lieu où on peut rejoindre ses copains, mais des copains qui sont nos copains de quartier avec qui on joue aussi sur le jeu. Ça peut être des copains qu'on rencontre sur le jeu, qui sont à l'autre bout de la France, etc. Donc il y a quand même des choses très positives qui peuvent être en tirées. Et au-delà justement de cet aspect communautaire, si je prends mon exemple à moi, par exemple, j'avais deux opportunités quand j'ai voulu me lancer dans les études supérieures. C'était soit d'un côté, j'allais vers une de mes passions qui était l'histoire et la géographie, ou de l'autre, j'allais dans le commerce parce que j'ai toujours eu cette fibre-là commerciale. Bon, j'ai choisi le commerce pour plusieurs raisons, notamment les débouchés, mais au-delà de la blague que ça entraîne, pourquoi l'histoire m'a passionné, c'est pas tant les professeurs qui m'ont passionné quand j'apprenais cette matière, c'est les jeux vidéo. C'est-à-dire, c'est les Age of Empires, c'est les Empire Earth qui ont bercé mon enfance et qui m'ont permis, avant même que j'attaque les programmes, on va dire collège, qui commencent à être des programmes assez conséquents avec l'Antiquité, etc., il y avait pas mal de notions que je maîtrisais déjà. Et les grandes dates, pour en prendre l'exemple, toutes les grandes dates de collège, j'ai même pas eu à les apprendre parce que concrètement, je les connaissais déjà du jeu vidéo. Merci Hugo. Je me permets de rebondir un peu sur ce que tu disais Hugo. Effectivement, je pense que on ne peut pas corréler effectivement la fugue et l'addiction aux jeux vidéo. Et potentiellement, l'addiction aux jeux vidéo, ou en tout cas le fait de passer beaucoup de temps dessus, peut être pour un enfant un exutoire ou un échappatoire de la situation qu'il vit au quotidien, qu'elle soit familiale, sociale ou environnementale. Et la fugue n'est pas forcément... n'est pas la conséquence directe d'une addiction aux jeux vidéo qui aurait été momentanément interrompue aussi. Et salut Arnaud. Ouais, bonjour. Arnaud, peut-être tu peux te présenter Oui, je suis désolé d'avoir... Pas de souci, vas-y. Ouais. Donc, je m'appelle Arnaud, je travaille chez Shadow aujourd'hui depuis un peu plus d'un an.
Et je suis dans l'équipe développement sur toute la partie développement de la technologie Shadow, qui est un service de cloud computing français. Ok, welcome. Merci. Anne-Manuel est arrivée aussi, peut-être, si tu veux te présenter rapidement. Alors. Oui, Tu es là. bonjour. Alors, Ouais, du coup, je mets la caméra. Oups. Bonjour tout le monde. Je suis donc Anne-Manuel et je suis en charge de l'activité événementielle du groupe La Dépêche. Et en fait, on est connecté avec Hugo parce que je suis notamment en charge de l'événement TubeCon, qui est un festival des talents du web qui a été lancé en 2019 à Toulouse. On en a la licence au niveau national. Et bien évidemment, quand on parle des talents du web, on parle aussi de toutes les plateformes et de tous les réseaux. Et en l'occurrence, parmi les 90 créateurs qu'on a accueillis l'année dernière, une grosse partie était gamer, avec Shones par exemple, Frigiel, etc. Donc la dimension e-sport, elle est très importante. Dans ce festival, on a un axe principalement B2C, mais on a développé dès la première édition un angle B2B. Et c'est à ce titre justement qu'on souhaitait sur la prochaine édition réfléchir à marketing d'influence et e-sport. Alors après, au-delà de ça, ce qui a été présenté précédemment dans la presse, bien sûr, m'interpelle parce que en tant qu'organisateur d'événements, je suis sensible à la situation que l'on subit aujourd'hui. Hugo est au courant, d'ailleurs, il faut que je t'appelle. Mais bien sûr, on se pose des questions. Hein. Notre événement, il est prévu au mois d'octobre. Il était prévu au Zénith. Bon, j'ai employé l'imparfait, donc vous pouvez imaginer ce que ça veut dire. Mais on est en train, bien sûr, de réfléchir à un événement hybride. C'est pour ça que j'ai écouté aussi, bien sûr, fortement tout ce qui a été présenté tout à l'heure. J'observe aussi avec les équipes les initiatives qui sont faites actuellement. Mais avec le sentiment finalement qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont finalement portées par les créateurs eux-mêmes, dans lesquelles finalement les annonceurs ou les corporates sont quand même assez loin. Et du coup, on est en mode C2C et non plus B2C. Et c'est là où nous, professionnels de l'événementiel, on a aussi des questions à se poser. Comment remettre quand même les corpos au cœur du business, parce que n'empêche qu'ils nous permettent de vivre, quoi. Donc, bref. Et ça serait un très très large chapitre à ouvrir sur le côté professionnalisation de tout ce domaine-là. Ouais, complètement. Pour que le C2C retende quand même vers du B2C, parce qu'il y a les avantages et les inconvénients. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, alors nous, la partie e-sport, je mets vraiment des guillemets à TubeCon, elle est vraiment en mode, mais ça, Hugo me l'avait bien expliqué aussi, il n'y a pas qu'une version de l'e-sport, mais nous, on est vraiment l'amateur de l'amateurisme dans le e-sport. C'est-à-dire qu'en gros, on a organisé des tournois, mais plus avec comme price l'opportunité de rencontrer les gamers pro. Voilà. Ok. Très entertainment. Pas Exactement. moins compétitif, mais plus pour créer, pour fédérer, pour que les fans rencontrent les influenceurs. Et on constate aussi, aujourd'hui, on va passer aux opportunités. Je te laisserai prendre la parole, Rodolphe, et on fera un petit ping-pong sur certaines thématiques. Mais c'est vrai que le côté online qui est devenu une nécessité qui nous a été imposée par ce confinement, les joueurs ont voulu garder contact avec leur fanbase, que ce soit sur Twitter, YouTube, etc., se sont basculés en termes de pratiques compétitives ou entraînement ou show match sur Twitch, ont accentué, on va dire, leur présence sur ce réseau-là. Donc, il y a un vrai côté influence porté par des streamers et des joueurs on vous parlera des stats tout à l'heure de fréquentation de Twitch, et c'est en train d'exploser. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne pouvait pas faire en physique, on fait maintenant online.
c'est pas pour autant que ça va perdurer quand les événements vont pouvoir de nouveau exister dans des arénas au Zénith ou ailleurs. Mais il y a une vraie réflexion sur la mise en avant du joueur et de l'esprit compétitif qui se traduit aussi par l'usage des plateformes telles que Twitch, telles que YouTube Gaming ou autres, bien sûr, à l'étranger. Maurice, oui. je peux me permettre, Nico a levé la main. Très. Ouais. Nico, Ouais, mais, pardon, avant qu'on démarre sur les opportunités, je voulais juste soulever quelques points encore sur les menaces. C'est pas pour enfoncer le clou, hein, mais c'était juste pour dresser encore un état des lieux. Juste pour information, donc aujourd'hui, avec l'étude qu'on mène chez Francisport, on a évalué la perte du chiffre d'affaires de l'e-sport pur sur le territoire français à entre 15 et 25%, donc entre 6 et 11 millions d'euros, donc ce qui est quand même non négligeable, avec quand même plus de 25% des répondants qui estiment à plus de 50% leur perte de chiffre d'affaires ou de budget sur l'année. Ce qui revient le plus régulièrement, c'est le manque de visibilité. C'est-à-dire que ça a été évoqué plusieurs fois par certaines personnes qui ont pris la parole. C'est-à-dire que on n'a aucune visibilité sur quand est-ce que ça pourra vraiment reprendre, qu'est-ce qu'il en est pour les salles de réalité virtuelle, qu'est-ce qu'il en est selon les différentes modalités événementielles qui sont proposées. Donc beaucoup de difficultés à se projeter, des investisseurs ou des sponsors qui ne souhaitent pas investir parce que justement il n'y a pas cette visibilité, qui sont engagés sur des événements dont ils ne savent pas s'ils vont se tenir. Je prends des exemples tout bêtes, hein, des sponsors de la Paris Games Week ne savent pas si la Paris Games Week doit se tenir ou pas, donc ne savent pas s'ils ont du budget qui va pouvoir être libéré et pouvoir le réinvestir autre part. Donc en fait, c'est un manque à gagner qui est évident en ce moment pour la plupart des acteurs. Alors, juste pour vous en informer, aujourd'hui, là, au moment même où je vous parle, là, en parallèle, je suis en train, avec Francisport, là, on est en train de rédiger tout un document à destination du ministère de l'économie et du ministère des Sports. Ça fait déjà une semaine qu'on travaille dessus. C'est un document qui va faire une vingtaine de pages avec justement la plupart des menaces qui ont été identifiées et d'autres, et des préconisations qui vont être demandées, et notamment pour s'assurer que tout le secteur e-sportif, notamment événementiel, mais pas que, hein, soit intégré dans tous les processus et toutes les directives de relance économique qui vont être proposées par le gouvernement, que ce soit au niveau événementiel, culturel ou sportif. Des exemples tout bêtes, hein, c'est faire partie du groupe des grands événements sportifs pour pouvoir justement avoir de la visibilité. Ça va être faire bénéficier de tout à l'e-sport et aux événementiels e-sportifs de toutes les dispositifs qui sont mis en place à la fois pour la culture et pour le sport. Donc voilà, en tout cas, on essaie comment dire, de s'assurer qu'on pourra tous se relever ou en relever la tête le mieux possible. Voilà, pour accompagner la reprise. Ouais. Ouais, voilà, c'est un petit peu ça. Et tu penses, Nicolas, qu'il y aura des choses, par exemple, tu parles de la DGE, Direction Générale des Entreprises ou Direction des Sports, est-ce qu'il y a des mesures propres au secteur de l'e-sport? Parce que j'entends, on connaît les différentes mesures liées au Covid, de report de charges, d'allègement fiscal, de subventions, enfin de prêts qui peuvent être faits avec les banques, etc., à hauteur de 25% de ton chiffre d'affaires, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui sont très, très propres à l'e-sport, parce que je veux dire, organiser un événement e-sport, un ESL ou un ESWC qui organise des tournois, des compétitions en France, par rapport à un G11 ou autre, est-ce qu'il y aurait un traitement différent ou est-ce que finalement le but c'est de faire rentrer dans ce qui est déjà existant, mais de s'assurer que ça soit bien fait, quoi? Alors les deux, en fait. Je vais prendre deux exemples. On essaie aussi d'en profiter pour faire passer des mesures qui nous semblent nécessaires et qui ne sont pas spécifiques au Covid, mais qui nous semblaient nécessaires pour l'e-sport. L'abaissation de la TVA sur la billetterie, par exemple. On essaie de la faire passer pour, d'une certaine manière, en le justifiant, en disant que ça permettra certainement de proposer, en tout cas de réengager les fans et les visiteurs si on peut avoir une TVA qui est diminuée sur la billetterie, ce qui permettra de baisser peut-être la billetterie. Donc ça, c'est un exemple où on essaie d'en profiter typiquement pour le secteur e-sportif. Un autre exemple, c'est vu que la plupart des compétitions qui étaient prévues en physique, certaines en tout cas, sont en train de se déporter en ligne. L'une des grandes difficultés
vous n'êtes pas sans le savoir, c'est qu'aujourd'hui en France, il est interdit d'avoir des compétitions en ligne avec frais de participation et espérance de gain. C'est illégal. Donc, on essaie aussi d'en profiter pour avancer sur ce sujet-là, pour avancer sur la régulation des compétitions en ligne avec frais de participation. Donc, c'est là où peut-être effectivement des choses spécifiques à l'e-sport devraient pouvoir être tirées de ça. Il y a une autre menace aussi qu'on n'a pas bien identifiée, je pense qu'elle a été identifiée, mais on n'en a pas beaucoup parlé. C'est au niveau de la relance. C'est de la reprise, c'est que aujourd'hui, si on regarde les reports de date des événements, c'est que on se retrouve avec des événements qui sont tous à peu près aux mêmes dates, là où généralement les organisateurs d'événements essaient de se dispatcher sur le calendrier de l'année. Et donc, on va se retrouver avec des événements qui avec des organisateurs qui reportent leurs événements et qui se retrouvent en concurrence directe sur les mêmes week-ends ou sur les mêmes dates avec d'autres acteurs. Et donc, ça va éparpiller forcément à la fois le nombre de visiteurs, le nombre d'audiences et ainsi de suite. Donc, on va se retrouver avec des événements qui ont été reportés et qui, en plus, feront moins bien que ce qu'ils auraient dû faire, quoi. Donc, là aussi, c'est une grosse difficulté. Après, excusez-moi, si je peux juste intervenir, je pense que les mêmes problématiques sont sur le e-sport et sur le sport. Alors après, il faut savoir, je ne sais pas ce qui… moi, j'étais la semaine dernière en réunion avec les ministères justement sur la réouverture après le déconfinement de la partie sportive, notamment donc avec le directeur de cabinet de la ministre et l'ensemble du mouvement sportif. Le e-sport n'a jamais été abordé. Donc après, à quel moment et qui va le gérer? Est-ce que c'est le ministère des Sports? C'est quel ministère qui va être la référence? Mais et la deuxième chose sur quoi je voulais réagir, c'est que l'impact économique, il est chez tout le monde. Il est à la fois chez le e-sport. Rien que je vais prendre l'exemple au niveau du Toulouse Université Club, au niveau de ces 19 sections, sur le premier mois de confinement, c'est presque 499 000 € de pertes. Je vous laisse imaginer. Alors moi, je suis pas du tout là pour dire qui c'est qui en souffle le plus. Hein. Je fais pas du tout ça. Non, justement. On en a bien conscience. Ce que j'essaie juste d'expliquer, c'est que nous, notre rôle au sein de Francis Sport, c'est de s'assurer que l'e-sport soit pas oublié dans ces programmes-là. Le ministère des Sports, on a une convention d'objectifs, donc ils nous doivent des choses. Donc à ce titre-là, c'est entre autres le ministère des Sports et le ministère de l'Économie qui vont s'en occuper. En tout cas, c'est nos deux ministères de tutelle entre guillemets, même s'il n'y a pas de délégation, si on n'est pas délégataire ou agréé par les deux ministères, mais c'est les deux ministères avec lesquels on travaille au quotidien. Donc, bien évidemment que l'e-sport est impacté au même titre que tous les autres secteurs d'activité. Mais je disais juste ça, c'est pour essayer de déconstruire un petit peu tout ce storytelling que l'on peut lire dans les médias, qui est assez catastrophique pour notre industrie, qui est en train de dire l'e-sport aujourd'hui, c'est une vraie opportunité pour lui, cette crise sanitaire, quoi. Ce qui est totalement faux, en fait, c'est que derrière ce storytelling, c'est très peu d'acteurs qui en bénéficient et c'est principalement les streamers. Je pense que Boris en parlera juste après. Et en tout cas, l'entertainment, bien plus que la compétition pure. Et que, en fait, ça masque la réalité. C'est que nous, on se retrouve aujourd'hui avec des ministères qui se tirent tous dans les pattes. Ça, il faut bien le comprendre aujourd'hui. Ils sont tous en train de se tirer dans les pattes pour être sûr que ce soit eux qui en bénéficient le plus. Et nous, quand on va voir les ministères, ils nous disent « Ah non, mais vous, le jeu vidéo, ça va super bien, vous êtes au top, quoi. » Et non, la réalité, c'est que ça a été bien présenté. Le jeu vidéo et l'e-sport ne sont pas au top. Et même les éditeurs de jeux qu'on met beaucoup en avant en ce moment, la réalité, c'est que lorsque pendant 2, 3, 4 mois, ils ne peuvent pas avancer sur leur jeu, le développement de leur jeu, ça repousse leur sortie à 4, 5, 6 mois potentiellement. Et c'est catastrophique aussi pour eux. Alors aujourd'hui, ça se passe plutôt bien grâce à Animal Crossing ou Warzone, quoi. Mais la réalité, c'est que la fin d'année va être difficile aussi pour le secteur du jeu vidéo et d'autant plus pour le secteur de l'e-sport. Alors, juste par rapport aux questions événementielles, et en effet, vos ministères, nous, dans l'événementiel, on est rattaché à une organisation nationale qui s'appelle l'UNIMEV. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Et en l'occurrence, il y a des choses actuellement qui sont des groupes de travail et c'est assez intéressant, juste pour partager avec vous. Aujourd'hui, dans les médias, on parle de distanciation sociale pour assurer la sécurité sanitaire. Dans l'événementiel, il est probable dans les prochaines semaines qu'on parle de distanciation physique pour bien montrer la différence entre ce qu'on vit au quotidien et ce qu'on propose dans l'événementiel. Dans l'événementiel, ce qu'on va essayer de mettre en place, en tout cas, si c'est possible, et dans les contraintes qui sont demandées, on mettra en place toutes les conditions nécessaires pour assurer, autant que faire se peut,
la sécurité sanitaire. Et c'est pour ça que je trouve, en tout cas, que le choix des mots, il est assez intéressant. Donc ça, c'est un premier truc que je voulais vous dire. Et puis, actuellement, il y a Viparis, donc c'est Porte de Versailles, qui a un grand des halls d'expo. Ils sont justement en train de travailler sur toute une charte et tous les éléments nécessaires pour assurer cette distanciation physique dans l'événementiel. Et je pense que typiquement, moi je dois le recevoir, je serais ravie de le partager avec les personnes là qui sont intéressées, parce que en partie, on a le même métier aussi, l'événementiel, quoi. Donc, ça va nous permettre aussi d'envisager les budgets nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire. Et puis aussi, en élément de com, pour que les gens se disent, OK, j'achète mon billet pour mes enfants ou ouais, j'y vais et j'ai pas les boules de me choper quelque chose, quoi. Donc, voilà. En tout cas, c'est l'Unimev et puis les organisations professionnelles se penchent beaucoup là-dessus. C'est des points intéressants, les questions de sémantique, même si elles paraissent secondaires, effectivement, la distanciation sociale ou distanciation physique, ça ne signifie pas la même chose et j'imagine que c'est important de bien le préciser. Je pense que la plupart des gens le savent, mais c'est important de bien l'expliciter d'une certaine manière. Et aussi, autre point, là, sur ces questions de règles sanitaire, j'ai envie de dire, dans les événements. En ce moment même, je suis en train de travailler sur un document spécifique à l'e-sport, justement. Avec Francis Sport, on est en train de travailler sur un document directement pour la reprise des événements physiques, justement, sur les questions de santé, quoi. Donc voilà, et ce qui permettra notamment aux organisateurs d'événements de chiffrer les besoins qu'ils ont sur tous ces éléments-là, parce que ça, c'est pas du tout pris en compte, notamment dans les plans de relance, quoi. Cool. Du coup, vous partagerez aussi sur les réseaux, on fait ça, tout ça. Ok. Complètement, on partage tout. Cool. Bien, merci pour vos interventions. Parlons des opportunités, si ça vous tente d'avancer un peu sur ce sujet aussi, puisqu'on a pas mal de problématiques financières, délais, manque de lisibilité, événementielles qui ont été abordées, addiction, etc. Il y a quand même quelques belles opportunités ou des vraies réflexions en tout cas qui peuvent se mettre en place. Peut-être Rodolphe, je te laisse prendre la main dessus. Ouais, sur la première opportunité, le gain, alors c'est écrit startup, c'est pas forcément que pour les startups, mais en tout cas pour tous ceux qui sont entrepreneurs ou à minima intrapreneurs, que ce soit dans les petits ou les grands groupes, il y a un gain de temps en fait, puisqu'en moyenne on passe une bonne grosse demi-heure aller dans les bouchons. Déjà on récupère plus d'une heure de son temps à pouvoir faire autre chose. C'est plus large que de l'e-sport, mais ça permet à minima de pouvoir ou dormir plus, ou s'aérer l'esprit, ou faire d'autres activités, ou creuser certains sujets. Pour le business, si on l'applique vraiment à nos métiers, et plus des métiers d'entrepreneuriat, ça permet typiquement de faire de la prospection, de remplir les papiers pour les différentes aides dans ce premier temps, pour les premières semaines. Mais en tout cas, ça laisse plus de temps pour pouvoir faire les choses. Boris, tu souhaites ajouter un truc? Oui, non, c'est un constat que je fais en m'appliquant moi-même, c'est-à-dire je fais déjà du télétravail depuis pas mal de temps, même si et du coup toutes les réunions malgré tout qui sont prévues, j'ai des clients ou les déplacements ou autres, effectivement, quand je passe 7 heures pour aller de train aller-retour pour aller à Paris, tout se fait avec un Zoom ou autre, et donc je gagne, même si je bosse dans le train, je gagne les déplacements, je gagne en argent aussi, en frais de péage, de machin de trucs ou de train, et ça nous libère malgré tout du temps. On a d'autres contraintes si on a des enfants évidemment, et on fait plus à manger, on fait plus de gâteaux, ou on est plus en train de les surveiller, ou on fait les devoirs tout simplement. Donc c'est une nouvelle organisation, mais ça permet de se poser des questions, en tout cas moi par rapport au développement que j'espère qui va reprendre, mais peut-être reprendre dans une autre direction, et d'imaginer des nouveaux modèles économiques, de prospecter différemment, de prospecter plus à certains moments, et de se dire, de toute façon, on est tous dans le même bateau, on est tous dans la même galère. Comment on va faire pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour tirer de ce côté effectivement très négatif sur le plan sanitaire, économique, social, etc., mais quand même utiliser ça pour que, en étant dans le secteur de l'e-sport, quand on est dans le service, c'est un petit peu plus simple. On va dire que quand on est dans le côté physique, présentiel au niveau d'une activité. Mais en tout cas, de se brainstormer, de se challenger, d'avoir du temps utilisé différemment.
Ouais, ça peut aller jusqu'à la création de nouveaux modèles de fonctionnement. Hein. Et de fonctionnement, de services, d'imaginer des nouveaux services. Oui, moi je brainstorm et je réfléchis à la création de nouveaux services pour la fin de l'année ou pour début 2021. Et peut-être que s'il n'y avait pas eu le Covid, je n'aurais pas eu ce temps ou pas cette réflexion, je ne me serais pas poussé dans mes retranchements pour essayer d'aller de l'avant et pas fermer la clé sous la porte en espérant une reprise miraculeuse, qui ne sera, on le sait, ce ne sera pas le cas. Donc c'est un temps qui nous appartient et je pense qu'on a tous cette opportunité de se l'approprier et en essayant de faire des choses un peu nouvelles. Lisez le Miracle Morning, si vous voulez. Vous pouvez lire le Miracle Morning si vous voulez savoir quoi faire de cette heure gagnée. Alors ça rejoint ce qu'on échangeait tout à l'heure aussi, ce que disait Nicolas sur le basculement qu'on constate. C'est le fait que à la fois, alors on va parler du sport et de l'e-sport évidemment tout de suite après, mais beaucoup de choses se passent online. Alors là, c'est une photo de Gaël, mon fils, mais vous avez dû voir ou entendre parler d'un bon nombre de joueurs. Il suffit de regarder la Formule 1 par exemple avec Charles Leclerc qui maintenant se met au streaming ou qui participe à des compétitions online. On a organisé au sein de l'agence e-sport un très bel événement la semaine dernière qui s'appelait le Lockdown Heroes Challenge, où on a réussi à réunir une dizaine de joueurs du top 14, des joueurs de Ligue 1, le meneur de l'équipe de France de basket, un joueur de hand du FC Barcelone, pour faire des duos sur Fortnite, avec des joueurs e-sport, champions du monde sur Forza, etc. Donc il y a un intérêt aujourd'hui pour l'e-sport et côté streaming aussi qui est mis en place au niveau des joueurs ou sportifs ou e-sportifs, parce qu'ils développent en quelque sorte leur personal branding, c'est-à-dire Romain Grosjean, effectivement, merci de le rappeler, et tant d'autres, le fait d'avoir cette visibilité. Et quand on voit un Griezmann qui joue à League of Legends avec Gotaga ou des joueurs de basket qui jouent à Call of Duty avec des équipes e-sport, je prends le cas de la team GameWard par exemple qui a accueilli Andrew Albici qui faisait partie aussi de notre événement la semaine dernière, qui jouait sur du Fortnite ou sur d'autres jeux, qui a même joué avec Vitality sur je sais plus, c'était sur CSGO, je sais plus quel jeu. Ça montre que finalement le seul moyen de garder le lien est parce que les sportifs s'ennuient et que les e-sportifs, entre guillemets, les joueurs pros s'ennuient aussi un peu parce qu'ils n'ont plus forcément accès à la salle de sport de la même façon qu'avant, ils n'ont plus le même accompagnement que d'habitude avec un kiné, etc. Donc ils sont un peu plus confinés. Et finalement, le streaming et le côté un peu je développe ma marque, le côté personal branding, est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir, en tout cas pas de façon aussi exacerbée que ce qu'on vit pendant la période de confinement. Donc là, il y a une vraie visibilité et influence qui est en train de se mettre en place. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait que du personal branding, parce que quand un Charles Leclerc fait du streaming et ne prend que des Ferrari, quand Griezmann fait du streaming, là on a fait 2 soirs de suite, sur du PES et prend le FC Barcelone quand il joue à PES, je ne suis pas sûr que c'est que du personal branding. Je pense qu'aussi il y a une notion de partenariat, de fidélité à leur couleur, et que dans la communication, les marques leur demandent aussi de s'afficher. Oui, parce que les clubs de sport, en l'occurrence, ou les écuries, n'ont plus de visibilité. Le Grand Prix de Formule 1 d'Australie ou du Japon, il n'a pas eu lieu. Et donc, le fait de faire un événement virtuel où on retrouve les voitures, on retrouve les marques, avec les vrais pilotes qui défendent les couleurs de leur écurie, ou un Griezmann qui va jouer pour le FC Barcelone, évidemment, ça permet de générer de la visibilité pour le club et de travailler le côté engagement. C'est-à-dire que l'engagement des fans qui était porté sur le club physique, qui allait au stade le week-end, se déporte potentiellement, même si ce n'est pas toujours la même cible, mais sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming. Donc, on a une certaine continuité qui peut s'installer. Ça ne remplacera pas. Le but, ce n'est pas de dire que ça va remplacer des matchs de foot ou de rugby, mais comme c'est la seule pratique qu'on peut faire de façon sécure en quelque sorte, puisqu'on est avec cette fameuse distanciation sociale qu'on évoquait, et qu'en plus il y a un côté communautaire, un côté fun, et puis que les gens ont du temps, et les sportifs ont du temps et aiment apprendre. On l'a très très bien vu avec les joueurs de rugby qui étaient là la semaine dernière, un Wesley Fofana, qui joue d'ailleurs régulièrement avec Hugo sur du Fortnite ou autre jeu. Ils étaient fans de l'événement parce que ils ont besoin de sortir, de se challenger, ils rencontrent une nouvelle communauté, ils apprennent une nouvelle culture, et donc il y a un rapprochement qui se fait assez naturellement.
Et pour revenir sur la slide suivante, Rodolphe, sur les opportunités où on a essayé de recenser quelques événements et voilà, quelques points marquants ces dernières semaines, ce rapprochement du sport et de l'e-sport. Très clairement, on a parlé de la Formule 1, Virtual Regatta, donc, qui permet de reconstituer de faire une course virtuelle comme si on faisait le Vendée Globe ou autre, a plutôt eu tendance à exploser. La société Swift qui propose du vélo connecté où on peut parcourir un certain nombre de circuits, le Tour de France, le Giro ou autre, dans son salon ou dans une salle avec un vélo très spécifique qui de surcroît a levé plusieurs dizaines de millions en termes d'investissement, fait plutôt fureur en ce moment. Juste sur l'aspect de Swift, ça s'adresse aux coureurs sportifs, j'allais dire dans la force de l'âge, mais ça s'adresse aussi moi, à mes parents qui ne peuvent plus aller faire le petit tour de vélo bi-hebdomadaire et du coup cherchent tant bien que mal à trouver un home trainer connecté de façon à garder cette activité physique à la maison. Et ce système par abonnement, ça a tellement de succès que les home trainers, alors ils appellent smart, connectés, interactifs, on n'en trouve plus. Il n'y en a plus sur aucun magasin, sur aucun store, c'est disponible, il n'y en a plus. Tous les stocks ont été distribués, c'est plus possible d'en avoir. Tu as passé la Formule 1, il y a aussi la Formule électrique qui vient d'organiser son propre championnat. 6 ou 7 courses avec les coureurs, certains coureurs de Formule électrique également. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est mis en exergue, mais typiquement, les 3 premiers qu'on a, je ne sais pas pour les 2 en dessous, mais Virtual Regatta, la F1, le NASCAR et même le WRC, proposaient déjà avant, en même temps que la course officielle ou quelques heures avant, que les pilotes, que les sportifs, que les e-sportifs fassent la même compétition dans les mêmes conditions. Ça s'est pas mal vu sur le WRC, donc le rallye, où je l'avais suivi sur la Vendée Globe, pareil, les gens peuvent faire la compétition en même temps que les autres. Et ça, je pense que c'est mis en avant maintenant par le phénomène Covid et confinement, mais c'est quelque chose qui existait déjà et qu'on se rend compte que c'est de plus en plus faisable et abordable à tout le monde. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est moins diabolisé. Le phénomène qui est un peu nouveau, là, c'est qu'il y a vraiment les sportifs dans leur discipline qui viennent s'y mettre. Les coureurs cyclistes professionnels qui viennent faire des démos, ou même des équipes professionnelles qui viennent se mettre à Swift. Et en développant des programmes particuliers, en faisant des courses. En F1, il y a eu 2 grands prix dernièrement, dont un gagné par Charles Leclerc. C'était Australie, Japon. Les 2 ont gagné, le dernier l'a gagné. Il a gagné sur 3. Ce qui m'a choqué sur ça, c'est que il le faisait déjà, en fait. Oui, mais il participait aussi à des courses en WRC, en IWRC. Sur le home training, je suis d'accord. Ça, c'est un phénomène qu'on va voir plus exploser. Moi, je vais revenir sur le home training. Ça crée aussi des distanciations entre les sportifs et les, entre guillemets, ce que je vais appeler le sportif amateur. Quand on voit la réaction de Geraint Thomas qui dit moi, je veux bien faire des courses sur le home trainer et pédaler pendant 8 heures, mais il y a des personnes qui, derrière, eux, vont mettre une machine qui va tourner pendant 8 heures et qui vont gagner la course. Et cela, on ne saura jamais si ils ont un niveau aussi performant que celui que nous, on peut avoir dans le réel. Et, alors, ce qui est marrant dans ça, je ne sais pas qui j'en ai discuté dernièrement, c'est qu'il y a des sportifs professionnels qui se font bannir du jeu. Je pense que c'est avec Hugo, j'en ai discuté. Parce qu'ils produisent trop de watts. Et donc le jeu dit que ça, c'est une utilisation pas normale, donc je te bannis du jeu. Donc oui, effectivement, mais après, il peut y avoir de la triche sur tous les jeux. Le cheating, effectivement, la triche, on peut l'avoir de surcroît à distance, on ne peut pas trop surveiller qui fait quoi et s'il y a des logiciels spécifiques ou autres. Mais par rapport à ce que disait Arnaud tout à l'heure, évidemment, ça existait déjà. Il y avait déjà des compétitions, les Formula One Series, les 24 heures Le Mans Series, etc. Virtual Regatta existait déjà. La Swift existe, l'outil Swift, le vélo, existait déjà. Maintenant, effectivement, c'est devenu un peu plus mainstream, on va dire, et moins diabolisé. C'est-à-dire que même l'OMS a changé son fusil d'épaule, puisque l'année dernière,
Au mois de juillet, l'OMS, dans l'une de ses directives, montrait que le jeu vidéo faisait partie, en quelque sorte, était reconnu comme une maladie, une pathologie très spécifique, mais s'est mis d'accord, et on a mis quelques screenshots après sur C'est bon, je changeais la slide. Play Part Together, s'est mis d'accord pour dire bah oui, maintenant finalement le jeu vidéo en confinement, oui, c'est plutôt une bonne chose. Donc par défaut, on découvre des nouveaux jeux, on découvre des nouvelles expériences, et je suis d'accord avec toi, Arnaud, qui existaient déjà, qui n'étaient pas forcément mainstream, connus, pratiqués, et on s'y intéresse, on se dit, ah bah tiens, oui, finalement, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un Grand Prix de Formule 1, un vrai Grand Prix de Formule 1, ou si vous avez déjà regardé un vrai Grand Prix virtuel de Formule 1, bah, c'est quand même assez bluffant de se dire que finalement, c'est quand même très, 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 très proche. Et que quand on sait derrière tout ce que ça implique en termes de préparation mentale, en termes de préparation de la voiture également, hein, y compris au niveau du jeu vidéo, bah, finalement, on est assez bluffé par la ressemblance. Donc, certains se découvrent une certaine passion, un certain attrait pour tester, pour découvrir des nouveaux jeux, même si je conçois effectivement que ça existait déjà, c'est pas une nouveauté. Mais la pratique, les audiences augmentent finalement. Moi, ce que je trouve intéressant et ce que le public voit peut-être pas encore, et sur la F1 on l'a pas vu parce que c'est Charles Leclerc qui a gagné les 2 grands prix, mais c'est que les joueurs e-sport, donc non sportifs professionnels, qui ne sont donc pas du métier, mais dont leur métier peut être le parallèle dans l'e-sport, sont pas à la rue et peuvent même faire de meilleures performances que le sportif réel qui vient dans l'e-sport. Et ça montre bien que ces 2 domaines particuliers, quand même s'ils ont des similitudes parce que c'est la même thématique, c'est le même environnement, mais c'est pas la même approche complètement, c'est pas la même gestion de la pression, du stress. C'est pas pareil d'être dans un stade avec je sais pas combien de milliers de spectateurs que d'être chez soi, mais avec potentiellement encore plus de spectateurs ou le même nombre. On le vit pas de la même façon, et donc ça demande à s'adapter et à agir de façon différente. Et ça montre que les deux, enfin que l'e-sport est bien un sport avec son code et ses éléments clés qui lui sont propres et qui sont très proches, comme tu le disais, du vrai sport de référence. Ouais. Là, peut-être ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on parle d'activités sportives de forte locomotricité, quoi, c'est-à-dire qui sont fortement instrumentées comme la voile, la Formule 1, les sports automobiles ou même le vélo, quoi. Et donc, notamment pour la Formule 1, toute la question des simulations, elle est partie prenante historiquement de la préparation des pilotes, quoi. Donc, c'est évident. Ce qui est intéressant avec ces sports-là qui ont de la visibilité en ce moment, c'est que c'est des sports qui ont fait le pari de l'e-sport il y a déjà pas mal d'années, 3, 4, 5 ans pour la plupart, et qui avaient fait un pari et qui est en train de s'avérer payant aujourd'hui. C'est les autres fédérations qui en ce moment sont en train de souffrir et qui n'ont plus de contenu à proposer parce que tout est à l'arrêt, et ces sports-là, eux, ont du contenu virtuel ou du contenu numérique à proposer. Et ce qui certainement va encourager certaines fédérations sportives, qu'elles soient nationales ou internationales, voire des clubs, à réfléchir ou en tout cas peut-être franchir le pas d'avoir une stratégie numérique qui prend en considération le jeu vidéo et peut-être même l'e-sport dans les prochaines années, quoi. Donc il y a peut-être des opportunités à venir déclencher sous couvert que ces clubs qui souffrent aussi de la crise sanitaire d'un point de vue économique aient encore des budgets à investir là-dedans. Mais en tout cas, ça peut être un nouveau pari pour eux, quoi. Est-ce que c'est vraiment lié aux fédérations en elles-mêmes ou au fait que les jeux dont on parle sont des jeux qui attiraient déjà du public bien avant parce que c'est quand même des jeux qui se vendent beaucoup, qui font parler d'eux Bah, les jeux de simulation de course automobile, c'est quand même hyper confidentiel, hein. Ça s'adresse à une niche. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait, là, tous les tournois dont vous parlez, ou les compétitions dont on parle, c'est des compétitions qui sont gérées par les fédérations. C'est-à-dire que les ayants droit sont doubles, seraient à la fois l'éditeur, mais aussi la fédération. Que ce soit les grands prix de Formule 1, que ce soit les compétitions qui sont organisées sur Zwift, elles le sont par l'UCI ou par la fédération suisse et ainsi de suite. Donc en fait, c'est des fédérations qui ont vraiment fait le pari d'utiliser l'e-sport comme non plus simplement un outil marketing ou de communication, mais comme une stratégie globale de leur stratégie numérique. Et donc, que ce soit pour Virtual Regatta, que ce soit pour la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, ou pour l'UCI, pour le cyclisme, en fait,
Eux, ils ont même des e-licensing qu'ils ont développé. C'est eux qui gèrent la régulation des compétitions. Et pour eux, l'e-sport, c'est un outil de détection et de formation, quoi. C'est-à-dire que l'UCI, quand on en discute avec eux, ils repèrent des futurs cyclistes grâce à Zwift. Dans la Formule 1, ils repèrent des nouveaux pilotes grâce aux jeux vidéo. Et dans Virtual Regatta, ce qu'on remarque, c'est que les 50 meilleurs du monde sur Virtual Regatta, c'est d'anciens marins, quoi. Il y a quand même un vrai lien, quoi. Dans les 10 meilleurs Français, il y a 8 Bretons, quoi, sur Virtual Regatta, quoi. C'est la réalité, quoi. Donc, en fait, c'est des fédérations. Ils sont partout les Bretons, mais surtout dans la voile, quoi. Non, mais c'est que c'est des vraies stratégies hyper globales, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas simplement des outils marketing l'e-sport pour ces fédérations, et qu'elles ont fait un pari. Et je pense notamment à la fédération de sport automobile ou la fédération de voile, qui sont pas les plus en vue ou les plus en vogue dans le monde sportif comparativement au football ou au basket, et qui pourtant finalement aujourd'hui sont en train de gagner en visibilité et de faire le tour des médias, parce que c'est ça dont on parle, quoi. Stratégiquement, c'est hyper bien vu, quoi. C'est hyper mal. En tout cas, elles récoltent ce qu'elles ont semé, quoi. C'est cool. Oui. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est elle le déclencheur, ou c'est parce que c'était déjà des marchés porteurs, par exemple, que ce soit notamment sur le sim racing que je connais bien, parce qu'il y a des compétitions tous les jours depuis plus de 15 ans sur plein de jeux et plein de plateformes. Est-ce que c'est pas un effet boule de neige dont elle profite finalement aussi? Parce que C'est un si peu on des parle deux, quoi. les Elles ont deux pris Grands Prix qui ont l'initiative. été organisés, c'est très récent, alors que des Grands Prix de F1 auxquels tout de même des pilotes de F1 participent, ça fait des années que ça existe. Ouais, bien évidemment. Après, c'est certainement à nuancer. Il y a un peu des deux, quoi. Mais je pense que il y avait une volonté de développer un outil et une stratégie autour de l'e-sport de la part de la FIA, et de la même manière, en parallèle, il y avait une scène qui était existante, qui est certes confidentielle, mais qui est hyper loyale, hyper fidèle, qui existe, comme tu le dis, depuis pas mal de temps, et qui organise déjà pas mal de choses. Après, il fallait faire le pont entre les deux, entre ces communautés de sim racing qui étaient hyper engagées et qui produisaient du contenu, ou en tout cas des compétitions et des événements compétitifs assez régulièrement, et l'institution régulatrice de ça qui allait d'une certaine manière le populariser, le démocratiser, le faire passer à l'étape supérieure, quoi. Et les deux se sont bien retrouvés. Et là, pour connaître quand même pas mal de personnes à la fédération automobile, tout le monde est hyper heureux, quoi. Ils sont tous super satisfaits de ce qui est en train de se passer, quoi. Ils ont anticipé, et je dirais même, ils ont aussi peur probablement des problématiques financières liées à la Formule 1, si on fait le cas de la Formule 1. C'est-à-dire que là, il y a très clairement déjà 2-3 écuries qui se posent très clairement la question de savoir si elles vont poursuivre leur aventure au niveau de la Formule 1 pour la prochaine saison. Quand on sait les coûts associés à la Formule 1 au niveau des voitures, au niveau des déplacements, au niveau du staff, au niveau d'énormément de choses, on parle de dizaines de millions pour avoir sa propre écurie. Aujourd'hui, se tourner vers le sim racing, c'est peut-être pas une alternative. Déjà, il y a la Formule E qui se développe très clairement, mais le sim racing aussi permet de développer les communautés. Et la communauté qui suit la Formule 1 est relativement vieillissante malgré tout, alors que celle du sim racing fait partie de la communauté des gamers. Et donc, la FIA a anticipé effectivement à travers le sim racing, même s'ils savaient que c'était une niche, même si ça reste une niche. Là, c'est plutôt mis en avant. Et je vais laisser la parole avec Julien qui mettait justement une remarque sur le fait que les sportifs connus traditionnels aident aussi au développement de l'e-sport en cette période de confinement. On a parlé de Charles Leclerc tout à l'heure pour le sim racing. C'est sûr que ça fait le buzz dans tous les médias. Charles Leclerc qui gagne un jeu, une compétition virtuelle alors qu'il est connu pour être un pilote de Formule 1, ça met en avant le jeu, ça met en avant l'événement, ça met en avant l'organisateur, etc. Julien, tu voulais en faire un petit point là-dessus? Alors, ouais, non, deux, trois mots. Après, je suis pas forcément expert des jeux de sim racing ou autres, mais c'est vrai que nous, alors étant dans l'e-sport, c'est vrai que on va parler de jeux de niche, clairement, parce que on va dire, ce sont des jeux où il y a effectivement une communauté forte, mais qui reste très restreinte. Il va y avoir quelques équipes implantées dessus, mais on voit qu'il y a, voilà, c'est pas les jeux qui vont qui explosent en temps normal. Là, je
pense quand même que le fait qu'on puisse plus mettre, que les fédérations puissent plus mettre leurs pratiques au premier plan, ça, bien évidemment, ça contribue, je pense, à mettre en avant l'e-sport sur ces jeux-là, vu que, entre guillemets, il y a plus vraiment le choix, en fait. À l'heure actuelle, ils sont bien obligés, on va dire, de push autre chose. Donc, voilà. Mais en étant honnête, on n'a clairement jamais autant entendu parler de certains jeux que maintenant, même s'ils existaient déjà, que certains sportifs étaient effectivement déjà dessus. Je pense qu'on le mettait toujours au second plan, que ce soit sur la F1 ou autre. Donc aujourd'hui, il y a un schéma peut-être qui va changer. Après, à voir, est-ce que ça va durer après Ça, c'est une grande question, parce qu'on voit beaucoup de sportifs, que ce soit lancer des projets dans l'e-sport ou se mettre à fond dans l'e-sport, etc. À voir si ça va perdurer. Est-ce que c'est pas passager? Je pense qu'il y a clairement aussi une notion d'occupation pour certains. Voilà, si on prend même l'événement qui a été réalisé la semaine dernière, certains étaient déjà joueurs, ça c'est indéniable, ils jouent régulièrement. Ceci dit, ils ont pour la plupart jamais participé à un tournoi e-sport. Et au-delà de ça, aujourd'hui, je pense qu'ils le font parce qu'ils ont le temps de le faire, tout simplement. Une fois que les entraînements vont reprendre, etc., ils auront peut-être toujours la pratique fun avec leurs amis, mais il y aura automatiquement une limitation. Donc, les mentalités évoluent après, à voir ce que ça peut donner après le confinement aussi, quoi. Il y a un point vraiment sur lequel il faut appuyer, c'est que même si le NASCAR virtuel ou la F1 virtuelle font des super audiences en ce moment, c'est évidemment qu'une goutte d'eau dans l'écosystème des audiences e-sportives, quoi. C'est comme si quand Martin Fourcade est suivi par beaucoup de personnes, par plein de fans quand il remporte des titres mondiaux ou des titres olympiques en biathlon, ça fait pas augmenter drastiquement les audiences du sport sur l'année, quoi. Ça reste encore de la niche, quoi. Et ça, c'est une réalité. Et un autre point qui a été soulevé dans le chat, et je trouve que c'est totalement juste, c'est que toutes les fédérations n'ont pas du tout les mêmes stratégies et n'ont pas les mêmes budgets, quoi. C'est-à-dire que là, on parle de fédérations qui ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, quoi. Que ce soit la voile, la FIA, le football ou le cyclisme, c'est des fédérations qui sont plutôt riches dans le milieu sportif, quoi. Et c'est plus difficile, plus délicat pour d'autres fédérations, clairement. Et on retrouve des jeux on parle de niche parce que ce sont des jeux de sport, des jeux vidéo de sport, alors que dans l'histoire de l'e-sport, on est plus habitué à avoir autre chose, tout sauf des jeux, finalement, des jeux vidéo de sport. Et À part FIFA, ouais. Et si on veut mettre FIFA dans l'e-sport, il n'y a pas grand monde qui forcément veut l'inclure FIFA dans l'e-sport aujourd'hui, mais historiquement parlant, quand on veut parler de pratiques compétitives, on ne pense pas instinctivement à du Virtual Regatta, à du Swift ou à les 24 heures Le Mans Series. On pense à du Counter-Strike, on pense à du LoL, on pense à d'autres jeux qui sont beaucoup plus mainstream, beaucoup plus robustes au niveau du sponsoring, de l'événementiel, de l'audience, de la communauté, etc. Et il y a des petits poussets qui sont finalement en lien avec le sport et qui étaient une niche, ce qui était le cas du sim racing, qui se retrouvent sur le ventre de la scène parce que ce sont des jeux vidéo de sport et que le sport traditionnel n'ayant pas l'opportunité de pratiquer et qu'on manque de contenu, se retrouve finalement à faire des jeux qu'ils aiment bien ou qu'ils maîtrisent et à devenir des ambassadeurs, comme Charles Leclerc pour la FA, finalement, de leur sport traditionnel qui est décliné au niveau du jeu vidéo. Donc ça met en lumière finalement des jeux qui existaient déjà, mais qui ne constituent pas les tier 1, tier 2 de l'e-sport traditionnel. C'est ce qui veut peut-être dire que demain les mentalités vont changer et qu'on va peut-être moins regarder de façon un peu plus négative ou un peu plus méfiante un jeu ou un écosystème qui va sortir, et qu'il y a peut-être pas il y a de la place pour tout le monde et que les sportifs s'intéressent, deviennent des ambassadeurs de certains jeux vidéo de sport et qu'il y a des nouvelles scènes qui vont peut-être se créer entre guillemets grâce au Covid, en tout cas pendant la période du Covid. Ou alors, autre possibilité, c'est que les fédérations arrivent à se détacher petit à petit de leur simulation virtuelle de leur sport. Comme par exemple la NFL l'a fait avec Fortnite, tu vois, ou comme vous avez proposé à des joueurs, enfin à des sportifs de rugby, de pas jouer à un jeu de rugby, quoi. C'est peut-être ça aussi aujourd'hui qu'on essaie.
que certaines personnes dans l'e-sport essaient de pousser d'une certaine manière. C'est se détacher peut-être de ces jeux de niche et de dire à des fédérations, la fédération de judo, si elle attend qu'il y ait un jeu de judo qui perce pour pouvoir se lancer dans l'e-sport, elle y viendra jamais, quoi. Donc il y a peut-être la nécessité de lui dire à la fédé de judo, il y a des jeux de combat qui sont des jeux plutôt pas très éloignés en termes de code culturel de ce que vous prenez et qui sont des jeux qui sont plutôt populaires et sur lesquels il faut aller. C'est peut-être aussi une autre possibilité, quoi. Bien, je vous propose qu'on avance un peu. Il reste 15 minutes officielles. Allez, Rodolphe, on enchaîne rapidement. On en a parlé, si tu veux le refaire en une phrase, mais on en a parlé de Non, c'était le côté social, voilà, alors avec les dérives qu'on connaît, mais le fait que malgré tout, côté un peu réseaux sociaux, les jeux vidéo permettent de garder du lien, notamment pour les enfants en ce moment, de retrouver les copains, de se faire des nouveaux copains, de parler des difficultés, de parler de quand est-ce qu'on va reprendre l'école, etc. Donc ça permet de créer un lien qui reste pertinent. Et sans les jeux vidéo aujourd'hui, certes, il y a les smartphones et les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de consommation de jeux qui a pour objectif aussi de garder du lien entre les jeunes ados ou les jeunes enfants. Arnaud en parlait tout à l'heure, justement, au tout début, sur la première partie, que c'était un peu l'exutoire et ce qui permettait de se lâcher un peu. En toute sécurité. Et puis aussi, dans une période anxiogène ou dans une période où les jeunes, même si on ne les fout pas toute la journée devant BFM TV ou je ne sais quoi, ils ont quand même conscience de la gravité des morts, des hôpitaux, des EHPAD, des machins, qu'ils le veuillent ou non, ils sont quand même exposés à ça. Ils se créent un environnement qui est quand même ludique, qui est quand même positif au sens des émotions qui sont produites grâce aux jeux vidéo. Et c'est un échappatoire qui est non négligeable. Et j'ai envie de dire... merci aux jeux vidéo, alors là on sort un peu du côté e-sport, mais ça permet aussi à nos jeunes de respirer un peu et de ne pas être toute la journée en train de se dire quand est-ce que je vais pouvoir sortir de mon appartement ou aller taper au ballon avec les copains au bas de la rue. C'est de se dire tiens, j'ai un truc qui me plaît, je suis à l'aise dedans et en plus je crée du lien social. Avec les dérives qu'on connaît d'addiction potentielle ou de jeux qui ne respectent pas les normes PEGI, etc. Mais il y a un côté plaisir en fait dans une période anxiogène et ça qui est vachement... d'un point de vue culturel et social, intéressant à regarder les choses. On mentionne évidemment sur l'autre slide le tournoi qui était enclenché, alors de nombreux tournois caritatifs et développement des plateformes de streaming, l'initiative Play Apart Together qui a été mise en place par un certain nombre d'éditeurs et l'OMS notamment pour inciter les jeunes finalement à rester chez eux et au lieu de prendre des risques de rester en quelque sorte confinés. Donc ça a mis aussi en avant certains éditeurs de jeux vidéo, ça a permis de faire découvrir certains jeux vidéo à travers ces initiatives-là et puis on a vu fleurir un bon nombre d'événements caritatifs. J'en ai cité un parce que voilà, beaucoup connaissent Zerator, Marathon Finement, mais on a eu beaucoup d'événements, Cœur de Gamer auxquels nous on a participé à travers l'événement qu'on a fait la semaine dernière avec des joueurs pros et des joueurs d'e-sport, mais il y en a quasiment, je ne vais pas dire tous les jours maintenant, ou presque toutes les semaines, il y a un événement. Quasi tous les jours. Alors, est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que ça, chacun peut juger ça? Mais en tout cas, ça veut dire qu'on se dit, tiens, voilà, on peut participer à la bonne cause, on se sent impliqué quand même d'une manière ou d'une autre. Ça peut être pour le fun en s'amusant avec ses copains ou des tournois simples et d'aller regarder de ce qui se passe sur Twitch, sur du streaming classique, mais ça peut être des événements caritatifs et de se sentir impliqué. Donc, il y a une sorte de solidarité, en fait, qui s'organise quelque part à travers... grâce au streaming, grâce aux compétitions qui peuvent se mettre en place. Je reviens 2 secondes pour dire sur Charles Leclerc que si on s'abonne à son site, tous les dons vont à une association. Oui. Personnellement pour lui. Si tu t'abonnes à quoi alors du coup? À son site. À son stream. Pardon. À son stream, d'accord. Twitch, d'accord, ok. Donc tous les subs, enfin tout ce qui transite sur son Twitch va directement pour une association. Bon. C'est une initiative comme une autre, mais qui contribue quelque part à l'effort collectif, qui est plutôt intéressant. On a relevé aussi l'explosion de la vente de matériel, puisque les jeunes sont confinés, ils veulent changer de manette, ils veulent avoir un nouvel ordi, ils veulent changer d'imprimante, ils veulent avoir un nouveau casque. Bref, au niveau high-tech, au niveau matériel, accessoire, il s'est passé pas mal de choses. Avec 2 problèmes, malgré tout, même si d'un point de vue business, ça a pu être utile pour pas mal d'entreprises, notamment en e-commerce. 2 problématiques principales, les délais de livraison, les problématiques liées d'un point de vue sanitaire à ce qui se passe sur les livraisons de
de colis, et donc des délais qui peuvent être allongés. Donc ça, on a pris rapidement un visuel sur la page d'accueil d'un fabricant de sièges qui s'appelle Maxnomic, et qui dit voilà, nos délais ont changé, on vous en informe, etc. On reste à votre disposition. Donc ça oblige les entreprises du secteur de l'e-sport aussi à mettre en place des nouveaux systèmes de services après-vente, de hotline, de gestion des stocks notamment. Et ça, c'est le deuxième point, c'est comment gérer les approvisionnements quand on a des chaînes de production qui sont à l'autre bout du monde et qui sont arrêtées. Et donc, voilà, on a à la fois des ventes et un focus qui est mis assez souvent sur du matériel autour du gaming, mais on peut avoir à certains moments des problématiques. C'est le cas de Razer, par exemple, qui, là, j'ai fait un screenshot cet après-midi sur leur site, et sur les 3 produits qui sont mentionnés, les 3 sont en rupture de stock. Probablement pas parce qu'ils ne peuvent pas être livrés, mais parce qu'ils ne peuvent pas être approvisionnés sur la chaîne de tout ce qui va être sur supply chain et tout ce qui va être en amont, donc est compliqué à mettre en place. Donc gestion des stocks, approvisionnement et un souci potentiel pour les Petit fabricants. exemple vécu du jour, de ce matin. Mon micro-casque tombe en rade, je l'ai acheté il y a 2 mois. Je téléphone à Amazon, vu que c'était Amazon qui prenait la garantie. Je peux pas recommander, ils ne peuvent pas me le remplacer, il n'est plus dispo. C'est un Logitech classique, quoi. Plus de stock. Plus de stock. Et Thomas, si tu veux enchaîner peut-être sur la partie… Ouais, sur la suite. Je ne sais pas si sur les stats, vu que tu avais un peu taffé dessus. Sur les différents usages, que ce soit sur la consommation des jeux vidéo et de l'e-sport, et sur la diffusion. Donc sur 2 plateformes, en tout cas celles sur lesquelles on avait des statistiques, celles qui publiaient leurs stats, sur la plateforme de diffusion, d'utilisation des jeux qui est Steam, où ils ont presque doublé depuis le Covid leurs utilisateurs et leurs joueurs sur la plateforme. Et au niveau de Twitch, au niveau des diffuseurs, là où les stats, c'est plus que doublé pour le coup, depuis le confinement, le nombre de viewers concurrents. Donc là, on est sur des chiffres qui vont, je pense, encore augmenter d'ici la fin du confinement, et on verra, le temps nous dira si ces usages perdureront ou pas. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas, on ne sait pas le dire. On peut difficilement cependant consommer plus de jeux vidéo quand on est chez soi à plein temps versus quand on est au lycée ou quand on est au boulot. Donc les chiffres risquent de toute façon de diminuer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on découvre finalement des nouveaux jeux. On se lance dans la pratique aussi de nouveaux jeux. Je prends le cas de Valorant, qui est le nouveau FPS de Riot Games. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu la hype qu'il y a autour de Valorant. Tout le monde, tous les joueurs de CSGO, même d'Overwatch, l'un des meilleurs joueurs d'Overwatch, Sinatra, a annoncé hier qu'il quittait la scène pour aller sur Valorant. Donc c'est l'occasion aussi pour des éditeurs de se lancer sur des nouveaux jeux et du coup de le pratiquer et de lancer rapidement une scène. Et il y a déjà des tournois autour de Valorant, qui est un jeu qui a finalement 15 jours, 3 semaines d'existence, qui sont déjà en train de se préparer. Donc la consommation, les pratiques sont un peu différentes parce qu'on est confiné. On verra effectivement si ça continue comme ça. Ça risque malgré tout logiquement de descendre, mais on a fait venir des nouvelles communautés ou des personnes qui ne connaissaient pas Twitch, je pense, qui ont découvert. Il y a eu 2 phénomènes qui s'est amplifié, c'est le nombre d'heures streamées et le nombre de viewers aussi qui a augmenté. Donc les deux ont augmenté. Là, il y a beaucoup plus de chaînes Twitch effectivement qui ont été lancées ces dernières semaines. Et typiquement, la première semaine de confinement au State, tu as eu plus 50% des dépenses in-game aussi. Des dépenses d'argent dans les jeux la première semaine de confinement. Et en France, les achats sur les PlayStation 4 et compagnie, pareil, 146%, quelque chose comme ça. Enfin, il y a des chiffres qui sont tombés. Effectivement, les dépenses, l'industrie du jeu vidéo, si on parle d'un point de vue financier, en tout cas une bonne partie, a vu son chiffre d'affaires s'envoler. Et peut-être sur les slides suivantes… Je rejoins presque ce qu'a dit Nicolas, c'est une vision peut-être court-termiste. C'est clair. Actuellement, effectivement, les acteurs, que ce soit les éditeurs, Nicolas en a parlé tout à l'heure, ça va bien pour eux actuellement. Ça rejoint d'ailleurs ce slide. Aujourd'hui, pour les marchés, des valeurs comme Ubisoft sont considérées comme des valeurs de confinement parce qu'ils ne sont pas impactés, en tout cas au niveau de la bourse, que ce soit des éditeurs comme Ubisoft ou Blizzard, sont peu impactés par le confinement et par la crise sanitaire.
Et j'ai mis un parallèle par rapport à des organisateurs d'événements comme GL Events où le cours a complètement dévissé. Mais ça, on en a parlé précédemment. Donc la crise qu'on voit, en fait, c'est que les acteurs qui survivent le mieux à cette crise sanitaire et en confinement, c'est surtout ceux qui ont un positionnement sur la vente de produits digitaux et ceux pour lesquels, notamment les éditeurs de jeux vidéo, où leurs employés sont à l'aise avec l'outil de travail à distance par la pratique aussi des outils informatiques. Les impacts négatifs, c'est quand il n'y a plus de stock sur les accessoires, on n'a plus de stock, on ne peut pas en refaire, en reproduire et en rediffuser. Et après, l'impact catastrophique sur la partie événementielle, on l'a vu avec GL Events, et on a déjà abordé ce point. Est-ce que j'en profite, Arnaud, peut-être par rapport à Shadow, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment vous gérez, vous, parce que je suppose que vous avez, vous voyez un trafic qui doit exploser, mais au niveau de l'approvisionnement, au niveau des commandes, comment se développe Shadow en cette période de confinement? Boris, la dernière fois que j'ai posé cette question, il m'a envoyé me faire voir parce qu'il y avait beaucoup. Mais là, il y a un peu de monde là. Non, mais en 3 mots, je ne te parle pas de chiffres, ni de tout ça, Non, mais la tendance, on va dire. Il y a 2 choses. Il faut savoir, quand le confinement a été annoncé, on a passé un très mauvais week-end parce qu'on n'avait pas cette capacité électrique. Notre problème, ce n'était pas le hardware, c'était l'électricité. Et dans le data center parisien où on a eu ce souci-là, c'était le souci de l'ensemble du data center, puisque rien n'était provisionné pour avoir une telle charge. Et fun fact, en fait, c'est que nous, on dépassait la charge qu'on avait sur le contrat, mais qu'avant, ils s'en moquaient, puisque sur le global, pour eux, c'était OK. Mais comme tout le monde a commencé à tirer un peu plus, ils nous ont dit les gars, vous dépassez. Donc voilà, il a fallu faire des correctifs là-dessus. Ensuite, sur la partie approvisionnement, effectivement, là, c'est très compliqué. Parce que on a beaucoup moins de production de hardware, que ce soit côté Intel ou Nvidia. Et en plus, nous, on était sur une phase où on prévoyait de lancer de nouvelles gammes, donc avec du hardware complètement nouveau. Et donc ça, c'est là où c'est un peu compliqué. Ça devait être fait pour mai, la livraison, et on part sur fin d'été, à minuit. En lien avec de la VR aussi, non? Il n'y a pas eu une levée de fonds qui a été en lien avec le développement dans la réalité virtuelle? Non, les levées de fonds ne sont pas liées directement à un sujet chez nous, mais on travaille un peu sur la VR. Mais non, les nouvelles offres, c'est pour proposer différents prix, en fait, c'est surtout ça. Okay. En fait, différentes gammes vraiment de matériel. Donc voilà, ça nous décale dans le temps, donc ça fait qu'on a des utilisateurs qui ne sont pas contents. Enfin voilà, il faut gérer tout ça et ça, a un coût. Et donc voilà, l'impact il est là. Après, l'impact en termes d'utilisation, on l'a vraiment beaucoup vu en Europe, moins aux États-Unis, mais les confinements étaient moins importants là-bas. Mais en France, ça a été très 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 impressionnant. Et on voit même sur nos graphes d'utilisation, on voit les annonces. Quand il y a un temps d'annonce présidentielle ou le Premier ministre qui fait une allocution ou quoi que ce soit, on voit un drop complet. À 20h, c'est pareil parce que nous, on l'a tourné, il n'y a pas trop de monde, donc je vais le dire, nous, on l'a tourné dans le sens notre communauté est géniale. Ils vont applaudir à 20h les soignants, les pompiers, les éboueurs, toutes les personnes qui participent encore à la vie active et qui sont, comment dire, en première ligne. Je vais dire obligatoire, mais non, je n'ai pas le mot exprès, mais voilà, qui sont nécessaires, qui sont vitaux. Mais c'est aussi parce que beaucoup de gens vont regarder les informations à 20h pour savoir ce qui se passe. Et donc, on voit, voilà, merci, indispensable. Et donc, ils vont regarder les informations pour savoir ce qui se passe. Et donc, à 20h, on a vraiment un creux qu'on n'avait pas avant. Et ça repart après vers 20h30, 21h. C'est vraiment très marqué chez nous. Ah, c'est énorme. Ok, bien. On peut passer maintenant peut-être peut-être après cette revue non exhaustive de quelques menaces, opportunités, peut-être chacun un petit retour d'expérience ou envie d'interagir sur des sujets précis. Comment ça se passe chez vous au niveau du Covid? Comment vous l'anticipez? Qui veut prendre la parole? Allez-y. Ça peut être aussi, si je peux me permettre d'ouvrir sur les possibilités de tout ce que vous pouvez échanger. Et déjà, merci d'avoir échangé autant tout au long de la visioconf. N'hésitez pas aussi, s'il y a des sujets peut-être même plus pointus ou plus particuliers autour de l'e-sport dont vous souhaitez traiter,
Bon, pas forcément maintenant aujourd'hui, mais sur un prochain atelier, n'hésitez pas à pousser des idées ou des choses comme ça. Nous, on peut l'animer, on peut faire les recherches, on a aussi notre propre réseau. Donc là, c'est un peu en mode, voilà, on ouvre les vannes et vous pouvez lever la main, lancer les stylos et discuter de ce que vous souhaitez par rapport à ce qu'on vient de passer comme moment. Benoît, je vois que tu es en mute, c'est normal? Non, je ne suis plus en mute. Ok, ben vas-y, si tu souhaites. Du coup, moi, j'avais quelque chose à partager qui, moi, m'a frappé au niveau du Covid. Alors, moi, j'ai la particularité de travailler à 99% du temps avec des bénévoles. Donc, ça, c'est la difficulté. Ça a été la difficulté d'enclencher une démarche de numérisation sans avoir à connaître les outils. Moi, j'ai eu en une semaine à mettre en place les outils, à former les gens et à s'occuper des salariés pour pouvoir y répondre. Ça a été la grosse difficulté de comment on allait enclencher cette nouvelle démarche malgré le fait de connaître certains outils. C'est vrai que ça a été une vraie épreuve pendant une bonne semaine et demie. Et ça a enclenché derrière une autre façon de voir les accompagnements qu'on pouvait mettre en place. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Du style digitaliser aujourd'hui le moyen de s'inscrire rien qu'à une association sportive ou s'inscrire à quelque chose. Avant, on faisait tout par papier, on était en retard. Et là, ça nous a poussé à aller plus vite, à se remettre dans le système. Et c'est en échangeant et en ayant eu des échanges avec des entreprises qui avaient l'habitude pour nous guider. Et par moments, c'est vrai que ça a été extrêmement difficile. Et là où moi, je vais rigoler, c'est que derrière, en fait, on utilise des outils que vous utilisez tous les jours. J'utilise Discord. Pourquoi est-ce que derrière, je vais utiliser Twitch? Parce que je suis qu'avec des jeunes, donc je suis qu'avec Twitch dans un truc fermé. En fait, on utilise tous les canaux. Et c'est ça qui est encore plus intéressant. Et ça donne énormément d'idées pour le futur. Et moi, je vois ce lien qu'apporte le e-sport. Et en parlant pas assez souvent avec Hugo, c'est le e-sport, c'est pas que cette dynamique sportive. C'est un rassemblement d'énergie, de synergie qui font que voilà, de tout un système qui font que ça va aider les uns les autres. Et c'est vrai qu'en écoutant ce soir, c'était très enrichissant parce qu'en fait, on a tous les mêmes problèmes. On a des problématiques, mais les réponses, on les a chez les uns et chez les autres. Et c'est en cumulant les infos qu'on y arrive. Voilà ce que moi, j'avais envie de partager ce soir. C'est vraiment ça, quoi.